Sur les tout premiers contreforts occidentaux du Massif central, au cœur de l'ancienne marche limousine et de ce qui compose aujourd'hui le nord de la Haute-Vienne, s'étend une contrée verdoyante de lacs, de forêts et de vallons, ignorée de la plupart des touristes qui, se dirigeant depuis Paris vers Toulouse ou Barcelone, se contentent de la traverser. Une terre d'élevage, où les vaches à la robe de feu si caractéristique pèsent à l'air libre sous les allées et venues des Milans royaux. Une terre de mémoire, où les pierres dressées attestent d'une présence humaine millénaire, bien antérieure au temps choisi par les moines de Grandmont pour y établir leur ordre, ou plus proche encore de nous, au lieu d'une résistance acharnée à toutes les tyrannies, ayant payé au prix fort son engagement pour la liberté et la justice. Une terre enfin riche du souvenir encore vif d'années d'activité intense, avant que la mondialisation ne lui arrache ses mines et ses usines, et que les commerces, bistrots et autres cabinets médicaux se mettent à fermer les uns après les autres. À entendre cette évocation sommaire, on pourrait presque croire que c'est de la France elle-même qu'il est ici question. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Une sorte de France en miniature, semblable en cela, jusque dans ses particularités, à des centaines d'autres recoins de France. Eux aussi, oubliés des médias, oubliés des partis politiques, méprisés par les urbains, et dont les habitants, ayant vécu la désertification et habitués depuis 40 ans à se passer de plus en plus de l'appui des pouvoirs publics, n'aspirent plus désormais, avant tout, qu'à la tranquillité, à la préservation de leur cadre de vie, loin du chaos des métropoles où les décisions se prennent sans eux et le plus souvent contre eux. Pourtant, aujourd'hui, même cette demande, somme toute assez simple et légitime, semble leur être refusée. Depuis quelques années maintenant, les campagnes de Haute-Vienne voient pousser, au milieu des champs ou de forêts fraîchement rasées, d'étranges machines industrielles de la taille de gratte-ciel. Ces machines, vous les connaissez, ce sont les éoliennes. Et à en croire le journal télévisé ou le président de la République, leur développement serait un signe d'entrée dans la modernité, dans un monde d'énergie propre et abondante, respectueuse de la planète et providentielle pour ses habitants. Mais sur le terrain, là où elles s'implantent, le ressenti est bien différent. Raillées pour leur piètre performance, rejetées pour les nuisances qu'elles engendrent, les éoliennes ont mauvaise presse. Et leur récente prolifération, décidée d'en haut, sans réelle concertation démocratique, suscite à la fois colère et exaspération. On les accuse de participer d'un projet quasi colonial, d'être au cœur d'un juteux business international, impliquant son lot de pratiques douteuses et ayant pour corollaire la destruction des campagnes françaises. Et au cœur même des villages qu'elles investissent, elles sèment la discorde entre les élus et les habitants, provoquent des troubles à l'ordre public et fragilisent parfois jusqu'à la paix civile. Entre juillet et octobre dernier, ils auraient saboté au moins 5 installations en Haute-Vienne. Les suspects auraient carrément sectionné les câbles qui retenaient ces mâts et ils se sont donc effondrés, causant un préjudice estimé à 2,5 million d'euros. Ayant à cœur de comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans nos campagnes, sous couvert de transition énergétique, l'équipe du Fil d'Actu s'est rendue plusieurs jours en Haute-Vienne, sillonnant la campagne pour y rencontrer riverains et élus locaux. Ayant accumulé des heures d'interview, nous avons tenu à creuser encore et encore le sujet de l'éolien, accumulant chiffres et données scientifiques, interrogeant des spécialistes afin de mieux saisir les tenants et aboutissants du récent essor de cette source d'électricité dont il est coutumier, encore aujourd'hui, de chanter les louanges. Le résultat de notre travail, c'est un documentaire absolument édifiant, en 2 parties, et dont nous vous présentons aujourd'hui la première. Comment, et surtout à quel prix, l'éolien s'est-il imposé comme une source d'électricité incontournable en seulement quelques années? Quelles sont ses performances véritables, au-delà des slogans de ses promoteurs? Quels intérêts réels se cachent derrière les beaux discours sur l'énergie du vent? Et comment ces intérêts s'imposent-ils en France, mettant en péril notre avenir énergétique tout en sacrifiant au passage les conditions de vie de millions de nos concitoyens? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous nous proposons de vous apporter des réponses dès à présent dans cette enquête exceptionnelle du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Depuis des décennies maintenant, elles sont omniprésentes dans l'espace médiatique, que ce soit au journal télévisé, dans des publicités pour des banques ou des compagnies d'assurance, sur les affiches de papier glacé imprimées par votre région pour vanter ses efforts environnementaux ou dans les livres scolaires de vos enfants. Elles se sont littéralement insinuées partout. Et ce faisant, elles ont colonisé jusqu'à nos imaginaires. Pour vous en convaincre, il suffit de faire le test chez vous.
Prenez une personne de votre entourage et donnez-lui 1 minute pour énumérer les termes associés dans son esprit à l'idée d'écologie. Si la personne est née il y a moins de 40 ans, il y a de fortes chances pour que l'un des premiers mots cités soit le mot éolienne. L'éolienne, symbole s'il en est de la préservation de la nature, de la protection de la planète, de la défense du climat, quoi que puissent bien signifier ces diverses expressions. L'éolienne, qui, telle une fleur immaculée, s'épanouit au milieu des blés, promesse d'un nouvel âge d'or repeint en vert. L'éolienne, moulin à vent des temps modernes, déployant sur nos paysages ses pales à la silhouette épurée, préparant pour nos enfants un avenir radieux de prospérité, d'abondance et de retour à la terre. Tu te soucies de ta famille, de tes amis et de l'avenir de tes enfants. C'est pour cela que tu veux protéger le climat et la planète. Tu défends tes valeurs. Tu crois en la démocratie, en la liberté et en une énergie propre, renouvelable et made in Europe. Il y a beaucoup à faire, c'est sûr. Mais nous pouvons y arriver ensemble, avec ton aide. Des images idylliques, que pourtant rien ne semblait nous prédisposer à associer à l'aérogénérateur. Non véritable, mais il est vrai moins poétique, de l'éolienne, ce dispositif industriel, haut comme la tour Montparnasse, tout d'acier, de béton, de matériaux composites non recyclables et parfois de terres rares, planté dans 500 mètres cubes de béton armé, coulé à même un sol auparavant dédié aux cultures. Au regard de cette réalité matérielle, on pourrait même se dire qu'avoir réussi à transformer, aux yeux du public, ces machines géantes en un symbole majeur d'écologie relève, de la part des professionnels du secteur et des publicitaires à leur service, du véritable tour de force. À cela, on peut néanmoins trouver une explication simple. C'est que le prestige de l'éolienne ne vient pas tant de ses caractéristiques techniques que de la promesse qui lui est associée. Celle de fournir en abondance une électricité bon marché, non polluante, à même de répondre aux besoins croissants de notre population, le tout abreuvé par une source d'énergie illimitée, le vent généreusement fourni par Dame Nature. GE Renewable Energy. We harness the Earth's most abundant resources. The strength of the wind. The heat of the sun. And the force of water. Delivering green electrons. To power the world's biggest economies. We are unleashing limitless energy. Une promesse qui, dans un monde marqué par la résurgence des pénuries et des conflits liés au contrôle des ressources, où le dérèglement climatique s'affiche en une de tous nos journaux et où les énergies issues de l'atome continuent à susciter des peurs plus ou moins rationnelles, ne manquerait pas de séduire jusqu'au dernier des cyniques, en donnant aux éoliennes des allures de solutions miracles à tous les problèmes contemporains. Pourtant, si, dans l'entre-soi parisien que constitue l'espace médiatique, journalistes et politiques n'ont de cesse de chanter leurs louanges, donnant l'impression d'une unanimité absolue en leur faveur, dans la France des champs et des villages, là où leur implantation constitue une réalité tangible, le son de cloche est bien différent. Ici, les aérogénérateurs, initialement plutôt bien accueillis, suscitent désormais la polémique, pour ne pas dire une hostilité, de plus en plus franche et marquée. De plus en plus, ils apparaissent comme une vaste escroquerie, un pur instrument de spéculation et de pillage d'argent public sur le dos des campagnes françaises, justifié par un discours à la fois mensonger et hypocrite. On leur reproche, chiffres à l'appui, nous y reviendrons, d'avoir complètement trahi leurs promesses de départ, d'affaiblir la France par des performances énergétiques désastreuses. Mais avant toute chose, on leur reproche de générer, au quotidien, un ensemble de nuisances, comme autant de coups de canif portés à leur acceptabilité sociale. Atteinte à la qualité de vie, artificialisation des sols, destruction des paysages et de la biodiversité, chute de l'attractivité territoriale et accélération de la désertification rurale, tout cela au seul bénéfice de quelques promoteurs installés dans les métropoles, la liste est désormais bien longue des griefs adressés à l'éolien, source de tensions croissantes entre riverains et élus locaux. Maire de la petite commune de Razay, 1200 habitants à une vingtaine de kilomètres au nord de Limoges, Kevin Goudard n'a pas, lui, ce genre de problème avec ses administrés. Avant qu'il n'entre en fonction, en 2022, son prédécesseur s'opposait à l'implantation d'un parc éolien sur le hameau de Châtenay-Colomb, adjacent au territoire communal. À l'époque, simple citoyen, soucieux de l'environnement, M. Goudard voyait alors le développement des énergies renouvelables d'un œil plutôt favorable. Depuis, ses responsabilités l'ont amené à creuser le sujet. Et avec le soutien de son conseil municipal, il s'oppose désormais à son tour
au projet éolien de Châtenay-Colomb. Pour être parfaitement transparent, quand j'ai eu connaissance moi de ce projet, à l'époque j'étais simple citoyen et plutôt très engagé sur les questions environnementales, j'étais plutôt avec un a priori légèrement positif, mais voilà, parce que j'avais pas approfondi la question. Mais j'étais parti sur un principe qu'il fallait de toute façon qu'on sorte du nucléaire et que donc du coup il fallait essayer de trouver d'autres solutions. Et j'aurais même dit, étant originaire de la Souterraine, une commune où il y a des aérogénérateurs qui sont en place, ça aurait pu être une solution éventuellement à étudier. Mais très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que le principe d'implanter des aérogénérateurs, c'était d'abord une logique financière plus qu'une logique d'efficacité énergétique. Donc déjà, premier point, se dire pourquoi implanter ce type de projet alors que ça ne répond pas à des problématiques d'efficacité énergétique et aux enjeux qui auraient pu être ceux de tout simplement de sortir peut-être du nucléaire. Et puis quand on creuse un tout petit peu plus et qu'on voit les méthodes qui sont employées, on se rend compte que réellement la question environnementale, la question de l'énergie renouvelable au sens propre du terme, n'est que un des arrière-intérêts, mais l'intérêt premier, il est purement financier dans un premier temps. Et sur les intérêts purement environnementaux, on peut avoir quand même beaucoup de questionnements. On est sur une zone où il y a des sites de protection un petit peu partout, nous sommes dans des couloirs aériens d'un certain nombre d'oiseaux migrateurs, nous avons des races de chauves-souris qui sont même sur liste rouge. On fait beaucoup d'efforts sur ces questions de gestion durable de nos forêts, de nos domaines naturels. On a même en train de travailler, pour être très, très transparent là aussi, sur un projet de reconnaissance d'une zone humide au pied de la colline où il y aurait un des aérogénérateurs. Et si c'est pour effectivement faire ces efforts et derrière se retrouver annihilé par des milliers de mètres cubes de béton qui viennent, et dont c'est assez étonnant d'ailleurs que les études sont très pauvres sur la question de l'impact, notamment sur les veines qui puissent être à l'origine de nos ruisseaux, de nos cours d'eau. C'est pas très sérieux. Après, moi je vais aussi donner une question de cohérence purement réglementaire. Aujourd'hui, sur un des villages qui est au pied également, on est dans un périmètre qui est protégé par les Bâtiments de France du fait du lac de Saint-Pardoux, sur lesquels, pour des raisons purement esthétiques, mais aussi, du coup, on pourrait dire d'ailleurs aussi environnementales, on interdit par exemple un panneau photovoltaïque sur une toiture, on interdit un Velux qui fait 80 cm sur... voilà, puisque c'est une réglementation, et cependant, même si on est de l'autre côté de la ligne, on aurait un aérogénérateur de 200 mètres de haut. Comment je pourrais légitimement dire aux habitants « je refuse vos projets d'aménagement puisque vous êtes sous protection » et puis de l'autre côté de la route, parce qu'on est vraiment sur ce périmètre-là, vous pouvez avoir un aérogénérateur de 200 mètres de haut qui voit le jour. Donc il y a vraiment aussi une question de cohérence par rapport à ça. Malheureusement, concernant le projet de parc éolien de Châtenay-Colomb, Kevin Goudard n'a que peu de marge de manœuvre. Pour cause, le terrain choisi par les promoteurs, adjacent au territoire de sa commune, est situé sur celui de la commune voisine, Saint-Pardoux-le-Lac. Si le projet voit le jour, les habitants de Razay en subiront les nuisances, mais sans avoir eu leur mot à dire. Alors le projet de Châtenay-Colomb, il est un peu compliqué, pour une bonne raison, c'est que en fait nous sommes directement concernés puisque il n'y a pas plus proche que nos villages vis-à-vis de ces aérogénérateurs, mais administrativement parlant, ils sont sur la commune de Saint-Pardoux-le-Lac. Donc du coup, nos habitants sont les plus directement concernés, mais administrativement, ce projet est considéré comme étant sur la commune de Saint-Pardoux-le-Lac, ce qui ne rend pas facile les choses. D'ailleurs, je dirais, il n'est pas évident aussi, alors après, est-ce qu'il y a une raison, ça il faudrait voir avec le promoteur, mais il est pile au carrefour de 3 communes, ce qui rend un peu complexe les choses, puisque finalement 3 communes sont impactées, et il n'y en a qu'une juridiquement qui est concernée. Ces aérogénérateurs, bon, il y a eu plusieurs projets qui ont été menés en termes de nombre, en termes d'implantation. Aujourd'hui, on est sur des implantations qui se feront sur un axe nord-sud et qui ne concerneront plus que la commune de Saint-Pardoux, puisque à l'origine, il y avait également un aérogénérateur prévu sur la commune de Razay et un autre sur la commune de Bessines-sur-Gartempe. Le précédent conseil municipal avait décidé de ne pas accepter ce type d'implantation. Et le conseil municipal actuel a renouvelé cette décision. Alors,
Est-ce que de cause à effet, cela a conduit le promoteur à retirer l'aérogénérateur sur notre commune? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a plus d'aérogénérateur sur notre commune. Par contre, l'implantation fait qu'on reste toujours sur le même degré d'éloignement des habitations, mais en n'étant plus administrativement sur notre commune. Actuellement en attente de validation préfectorale, le projet de parc éolien de Châtenay-Colomb doterait donc la commune de Saint-Pardoux-le-Lac, écrin de nature célèbre dans la région pour son lac, très apprécié des Limougeaux durant l'été, de 4 aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 150 et 180 mètres. Ajouté aux 3 du projet de Saint-Symphorien-sur-Couze et aux 5 en activité depuis 2021 sur le hameau rattaché de Roussac, cela porterait à 12 le nombre d'aérogénérateurs encerclant ce village de 1300 habitants. Mais dans le nord de la Haute-Vienne, Saint-Pardoux-le-Lac est bien loin d'être un cas isolé. Si, comparé à d'autres régions de France, cette terre était jusqu'alors relativement épargnée, depuis quelques années maintenant, les projets éoliens, bien qu'à des stades d'avancement différents, se multiplient. Au voisinage immédiat de Saint-Pardoux, sur le territoire de Bessines-sur-Gartempe, petite ville de 2700 habitants, c'est l'implantation de 3 à 5 aérogénérateurs qui est actuellement au stade de l'étude. Juste à l'est, sur les communes de Château-Ponsac, 2000 habitants, et Baldan, 200 habitants, ce sont 4 éoliennes dont la préfecture vient d'autoriser la construction. Pour empêcher le démarrage du chantier, les riverains n'ont plus désormais pour option que le dépôt d'un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux. Dans le village voisin, Rancon, lors d'un référendum local organisé par la mairie en mars dernier, les habitants ont voté à 54% contre l'implantation de 3 à 4 éoliennes sur leur territoire. Un vote qui n'a pas empêché, 3 jours plus tard, le conseil municipal de se prononcer pour le projet. A l'inverse, sur les communes de Folle et de Fromental, respectivement 450 et 500 habitants, les élus sont vent debout, c'est le cas de le dire, contre un projet incluant 5 éoliennes de 200 mètres et un poste source. Projet appuyé par leurs prédécesseurs respectifs, tous deux écartés de leurs responsabilités suite aux dernières élections municipales, notamment en raison de leur position sur le sujet de l'éolien. Avec le soutien de leur population, les nouveaux élus ont obtenu au printemps le rejet du projet par les autorités, au nom de la préservation de la biodiversité. Mais très prochainement, les promoteurs pourraient bien mettre leurs avocats sur le coup et contester à leur tour cette décision en justice, comme ils le font de manière quasi systématique. Ici, comme dans des dizaines de communes du département, comme dans des milliers de communes en France, le combat continue donc de faire rage. En attendant, les mâts de mesure, structures métalliques de 80 mètres de haut permettant d'estimer la productivité des futurs aérogénérateurs préalablement à leur hypothétique construction, sont d'ores et déjà plantés et les dossiers sujets à litige s'accumulent dans les bureaux de la préfecture ou du tribunal. Ces dossiers, Vincent et Bernard les connaissent bien pour en avoir étudié les détails, pour avoir parfois été les premiers à faire connaître leur existence au public. Engagés pour la préservation du patrimoine naturel, ils sont aujourd'hui respectivement présidents et trésoriers d'Altesse 87, une association de sauvegarde du Haut-Limousin, fer de lance de la résistance à la prolifération éolienne sur ce territoire. Fondée en 2018, l'association, qui compte aujourd'hui plus de 120 membres, n'a de cesse d'aller à la rencontre des riverains, d'organiser dans les villages des réunions publiques réunissant jusqu'à plusieurs centaines de personnes et d'inciter tout un chacun à exprimer son avis lors des enquêtes publiques prévues par la procédure. Un engagement qui, chez Vincent et Bernard, est né après qu'ils ont vu les premières éoliennes s'implanter autour d'eux. Devenus depuis fins connaisseurs du sujet, ils estiment aujourd'hui essentiel d'alerter leurs prochains sur ce qu'ils considèrent comme le coût caché de l'éolien. C'était l'horreur au départ de voir des machines de 180 ou 200 mètres s'installer à quelques centaines de mètres des habitations dans un lieu préservé, naturel, avec beaucoup de zones encore sauvages, ce qui caractérise le Limousin, qui allait être irrémédiablement défiguré et saccagé par des projets industriels. Le quotidien devient invivable, surtout. D'abord parce qu'il y a des nuisances sonores. Et là, c'est en fonction du vent, des éoliennes, de l'orientation de celles-ci par rapport à l'habitation, et qui font que parmi les gens qu'on a pu rencontrer qui ont la malchance de vivre à 600 ou 700 mètres d'une éolienne, eh ben, ils ont l'impression de vivre dans une machine à laver. Donc, ce qui fait que ça rend les choses un petit peu problématiques. Ensuite, il y a des problèmes qui sont liés à ce que quand vous sortez, vous avez toujours dans votre champ de vision, que vous le vouliez ou non, ces grands mâts qui viennent transgresser le paysage, pour employer un mot poli et gentil. Il y a un autre problème qui est toujours important pour les gens qui vivent à 500-600 mètres, c'est qu'ils sont totalement ruinés.
de leurs biens immobiliers. La plupart sont des gens qui ont un patrimoine, et leur seul patrimoine, c'est justement leur bien immobilier, et là, ça vaut plus rien. C'est en général, quand on est à 600, 700 mètres, invendable, et quand on est à 1 km, 1 km et demi, 2 km, le bien perd entre 20 et 30% par rapport au prix normal du marché. Parallèlement à ça, il y a bien entendu des problèmes sur la santé, des choses toutes bêtes qui sont des acouphènes, qui sont fréquents. Il y a des insomnies. On a rencontré beaucoup de gens qui étaient riverains d'un parc éolien et qui ne dormaient plus la nuit, si ce n'est qu'avec des cachets. C'est quand même un changement de mode de vie, si je puis dire. Les éoliennes, synonyme de quotidien invivable pour les riverains. La législation prévoit pourtant, pour toute implantation nouvelle, une distance minimale de 500 mètres par rapport aux premières habitations. En 2015, le Sénat avait tenté de renforcer la réglementation en relevant cette distance à 1000 mètres. Mais l'amendement introduisant ce changement avait provoqué une levée de boucliers des professionnels de la filière. Au final, sa suppression fut décidée par l'Assemblée nationale à la demande notable du président de sa commission des affaires économiques, François Brottes, véritable monsieur énergie de François Hollande, déjà auteur en 2013 d'une loi accélérant le développement du secteur éolien. Depuis, et malgré une augmentation progressive de la taille moyenne des éoliennes, personne n'a plus remis en cause cette règle des 500 mètres. Mais cette distance suffit-elle vraiment à protéger les riverains des nuisances engendrées par la proximité d'aérogénérateurs ? Préférant juger par nous-mêmes plutôt que de nous satisfaire des seules paroles de Bernard, nous avons quitté temporairement la Haute-Vienne pour nous rendre dans le département voisin, la Charente, où les éoliennes pullulent déjà depuis quelques années. Là-bas, nous avons pu rencontrer Jean-Noël, un agriculteur retraité qui a accepté de témoigner devant notre caméra. Lorsqu'il travaillait encore, Jean-Noël avait entrepris de retaper de ses mains une ancienne grange, espérant bâtir la maison idéale où passer ses vieux jours. Mais ça, c'était avant qu'un aérogénérateur ne s'implante sur le champ voisin. Depuis, le rêve de Jean-Noël s'est transformé en cauchemar. J'avais voulu me créer un petit paradis ici, mais c'est loupé. C'était une vieille grange qui n'avait plus de toiture. C'était de famille, on avait abandonné ça, ça avait été laissé à l'abandon. Hein. Et j'ai mis dans ma tête d'en faire ma maison de retraite. J'ai mis tout mon argent là-dedans. Voilà. Depuis 1990. Donc je l'ai fait sur plusieurs années, ces travaux. Ça s'est pas fait en 2 minutes, quoi. Et on a continué les travaux jusqu'en 2017. Et je sais pas, 3 jours après que les éoliennes aient été placées et étaient mises en marche, j'ai réalisé que j'allais avoir un gros problème. Parce que la gêne a été immédiate. On a tout de suite vu que celle-là allait nous poser un problème. Les bruits naturels, ça se situe autour de 25 décibels. Avec une tolérance de 5 décibels, vous savez, pour le constructeur, il a le droit de dépasser de 5 décibels les bruits de l'environnement. Mais on a des pointes couramment à 60 décibels ici. Hein. 60 ? Oui, le double. Sitôt qu'il y a du vent ici, on est autour de 60 décibels. Mais ça doit être invivable. Et alors, cette espèce de bruit de sifflement sur les pales, vous croyez que vous allez vous y habituer, et non, c'est de pire en pire. À mesure que quand je viens jardiner, quand je viens gratter ici, eh bien, au bout de 2 heures, j'en peux plus, quoi. Il est temps que je parte, parce que j'en peux plus. Ça vous crée une espèce de... Ce bruit répétitif et le sifflement de la pale, du vent sur la pale, ça vous met les nerfs en plâtre. D'abord, vous imaginez la déception que ça représente quand vous avez passé autant d'énergie et d'argent à créer un truc pareil et que tout d'un coup, vous découvrez que vous ne pourrez pas y habiter, quoi. C'est clair, hein. Donc, j'ai essayé de le louer. Je me suis dit, les gens à qui j'ai voulu le louer ont eu la même réaction que moi. Hein. Ils ont dit non, on loue pas ça. On n'en veut pas. Alors qu'a priori, ça vous paraît agréable. Idyllique, oui. Hein, y a 1 hectare de terre autour, c'est pas un truc, c'est pas une maison phénix, c'est pas un... On peut penser que ça va avoir un certain succès, quoi, pour les gens qui aiment les vieilles pierres et la tranquillité. Parce que on n'est pas une zone touristique, il n'y a pas d'enjeu économique important parce que il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de grande voie de communication, mais nous, notre argument, c'est de dire, ici, on est tranquille. Vous avez une zone naturelle qui n'a pas été dégradée, un environnement où il fait bon vivre. Agréable, où il fait bon vivre. Et bien maintenant, allez-y donc, vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Les promoteurs vous disent, c'est 30% de moins-value. En réalité,
c'est pas 30%, c'est que c'est invendable. Ouais. Parce que les gens viennent, ils regardent, puis ils disent, ah non, on veut pas de ça. Ah oui. Nous, on veut, ils ont la même réaction que ce que je viens de vous indiquer. On vient ici pour avoir une petite zone sympa, tranquille et qui n'est pas polluée. Hein? Nous, la pollution, c'est l'éolienne. C'est clair et net. Hein? Et ça, c'est quand même lamentable, quoi. On n'est pas venu là pour ça. Hein? Parce que ce bruit, il est insupportable. Ne vous inquiétez pas. Voilà, dormez braves gens. De toute façon, on isolera les turbines pour que ça ne vous crée aucune nuisance. Et tout ça, c'est faux, évidemment. C'est du baratin. De même qu'on vous dit, au moment où ils arrivent, les gens qui implantent, ils vous disent, ne vous inquiétez pas, si vous avez des nuisances, on a des budgets. Moi, on m'a promis un mur anti-bruit ici. Vous imaginez un mur anti-bruit pour cette éolienne-là, il faudrait que le mur fasse au moins 5 mètres de haut. Comme ceux qui est sur l'autoroute? Ben voilà. Oui, c'est ça, oui. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez mettre un mur anti-bruit ici? Donc, ils savaient très bien qu'ils ne tiendraient jamais parole, qu'ils ne le feraient jamais. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais écrit. Ils se sont contentés de l'affirmer. La lumière que vous avez en haut pour prévenir de l'existence des éoliennes pour les avions, cette lumière la nuit, elle fait ombre-lumière, ombre-lumière à chaque fois qu'une pale passe devant, elle fait ombre-lumière et c'est répercuté dans les ouvertures, bien entendu. Donc chez vous, c'est boîte de nuit en permanence. Hein. C'est l'effet stroboscopique, c'est ça? C'est l'effet stroboscopique, oui. Et là, on l'a pleinement. Et ça, physiologiquement, ça crée un stress sur le corps. On ne sait pas ce que ça... Aujourd'hui... Ils veulent pas le reconnaître. On n'a pas d'études précises, on n'est pas capable de dire ce que ça va avoir comme conséquence. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que dans l'instant et au quotidien, c'est insupportable. Ici, dans le Ruffécois, l'histoire de Jean Noël sonne hélas comme tristement banale. Et pour cause. Alors qu'en Haut-Limousin, les éoliennes commencent tout juste à s'inviter dans le débat public, ici, cela fait déjà près de 10 ans qu'elles ont colonisé et remodelé le paysage, comme elles l'ont fait dans l'Aisne, dans l'Oise ou dans la Somme. De nouveaux parcs de machines toujours plus hautes venant régulièrement s'ajouter aux anciens. Guidés par Xavier, professionnel du tourisme, et par Laurent, nous découvrons ici ce à quoi le nord de la Haute-Vienne pourrait ressembler dans quelques années, si rien ne vient faire obstacle d'ici là à la politique d'accélération des installations d'éoliennes aujourd'hui à l'œuvre. Quand j'ai vu les 6 premières éoliennes arriver, je me suis dit, tiens, bon, il y en a 6, elles étaient disposées d'une telle manière qu'elles ne paraissaient pas, entre guillemets, gênantes. Pourtant, vous m'en envoyez pas beaucoup, ça va. Ce qui a provoqué mon engagement là-dedans, c'est que quand j'en ai vu 12 sortir de terre, et que je n'étais pas informé, et que je les ai vus se monter, alors que... Et 6 plus 12, ça commence à faire beaucoup autour de son environnement. Et quand on gratte, on se dit, bah tiens, comment ça s'est passé? Et quand on se rend compte que, en fait, il y a énormément de projets en instruction, il y en a qui vont venir en enquête publique, il y en a qui sont autorisés mais ils ne sont pas encore construits, vous vous rendez compte que si vous projetez ces 12 et 6, 18 éoliennes et que vous projetez sur ce qu'il va y avoir, je vous dis, nous, pour l'instant, dans le Ruffécois, il y en a 66 en fonctionnement, on va en avoir 110. Il y en a le double qui sont en instruction, en projet, en études. Et si on agglutine tout dans un rayon de 20 km, on va se retrouver avec 600 éoliennes. On a un potentiel de 600 éoliennes. Pour l'instant, on a l'impression d'être saturé. On en a 66 ou 64. Elles font que 150 mètres. Mais là, on est sur des projets à 180, 200, 220, 240 mètres. Le plus dur, c'est la nuit. On a l'impression d'être vraiment d'habiter à proximité d'une piste d'atterrissage. Vous avez des flashs rouges alignés plus ou moins dans tous les sens. Et on est devenu de nuit Luna Park ou Roissy, dans le Nord-Charente. Et là, les gens qui commencent à vivre autour commencent à s'en rendre compte, se rendent compte qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Le problème, c'est que le processus est enclenché. Et comme ce sont des affaires privées, le processus est enclenché. Il est très difficile à arrêter. En parlant avec Laurent et Xavier, une chose nous frappe. À l'instar de tous les opposants à l'éolien rencontrés au cours de notre enquête, l'un et l'autre y étaient au départ plutôt favorables. Ils n'y sont devenus hostiles qu'après avoir vécu les conséquences concrètes de son développement incontrôlé, développement qui, à leur grande âme, ne semble pas parti pour s'arrêter.
Des conséquences sur le quotidien des gens, bien sûr, comme nous avons pu le voir avec Jean-Noël, mais aussi, par ricochet, sur l'attractivité des territoires, voire même sur leur survie économique. Quels sont les créateurs de richesse ici, si l'on exclut l'agriculture? On est très peu industrialisé, donc les services à la personne, etc. Les deux pôles de développement économique sont le tourisme. Le tourisme, on en a parlé. Quelle est l'attractivité pour des touristes de venir se ressourcer au pied d'une forêt d'éoliennes? Les urbains, ils aiment bien avoir l'électricité verte, entre guillemets, mais ils vont pas venir passer leurs vacances au milieu d'une forêt d'éoliennes. Donc l'attractivité touristique, elle est en train d'être mise à mort. Quel est le second domaine d'activité humaine qui crée de la valeur chez nous? C'est l'artisanat, c'est le bâtiment. Une fois que vous avez une éolienne à 510 mètres de chez vous, est-ce que vous allez investir pour rénover? Oui, parce que vous êtes dedans. Puis à votre mort, qu'est-ce qui va se passer si c'est devenu invivable? Les gens ne vont plus investir, ne vont plus entretenir. Donc déjà l'entretien et puis les nouveaux investissements. Vous n'allez pas aller construire une maison neuve à 600 mètres d'une éolienne. Alors cet effet, on ne le constatera qu'au bout de 20 ans, si vous voulez. Ça va être très, très graduel, mais le résultat est à peu près assuré. C'est pour ça que je n'hésite pas à dire, sans exagération, que une implantation massive d'éoliennes telle que celle que subit le Ruffécois, avec à 20 km à la ronde, 600 éoliennes à proximité. Donc c'est désertification et paupérisation programmée. Voilà. Et incapacité des décideurs et de la population locale à se projeter et à comprendre ce phénomène. À terme, le développement de l'éolien peut-il avoir pour effet une désertification accrue des campagnes et la paupérisation de ses habitants? Pour ceux qui, sur le terrain, assistent à cet assaut contre leur cadre de vie et tentent tant bien que mal d'y résister, c'est là en tout cas un sujet d'inquiétude majeur. Autre sujet d'inquiétude, l'impact négatif de l'artificialisation des campagnes induite par l'éolien, notamment sur les sols et sur la biodiversité. Une question pourtant au cœur des combats environnementaux que le secteur de l'industrie éolienne prétend, paradoxalement, incarner. Avec la malheureuse expérience de l'éolien sur le Ruffécois, on se rend compte que les promoteurs, bien qu'ils soient sur le même territoire, n'ont pas du tout les mêmes conclusions sur les études d'impact. Quand bien même elles sont faites à la même époque, aux mêmes dates. Ils n'ont pas du tout les mêmes observations là-dessus. Et maintenant, on commence même à avoir des retours. Vous savez qu'un promoteur, il est engagé souvent par l'arrêté préfectoral à faire des suivis environnementaux qui se limitent à une très petite surface autour de l'éolienne. C'est-à-dire dans un carré de 100 mètres sur 100 mètres autour de l'éolienne, on fait des suivis à relever sur les impacts probables sur les chauves-souris et les oiseaux. On envoie les gens ramasser les milans royaux. Voilà. Alors, malgré ce faible périmètre-là, on a maintenant, on a des suivis environnementaux qui montrent l'impact fort sur des espèces qui sont listées sur la liste rouge du Poitou-Charentes, de la France et même au niveau européen. Et ça, à tel point que le préfet des Deux-Sèvres a motivé un arrêté de refus sur un parc éolien à proximité d'un parc existant en Charente, sur le motif qu'il avait des impacts forts sur l'avifaune, donc les oiseaux et les chiroptères emblématiques de la région. Je commence à prendre conscience des impacts que ça peut avoir sur la biodiversité. Je vous rappelle que ces suivis environnementaux sont pourtant très limités. Parce que moi, j'ai des images d'oiseaux qui ont été impactés, de chouettes, de grues, où vous avez ce phénomène de levier des pales, et quand un oiseau est percuté par une pale, il ne tombe pas nécessairement dans le périmètre des 100 mètres. Souvent, un oiseau continue à voler. Vous connaissez l'histoire du fameux canard sans tête, ça continue à voler, et vous avez des impacts bien plus grands. Donc il va falloir qu'on comprenne que ce totem qui peut avoir des connotations vertes, écologiques, bons pour la nature, sont des véritables hachoirs à oiseaux. Et les suivis écologiques qui sont faits sont extrêmement minorés. Il y a d'abord des prédateurs naturels qui viennent manger les oiseaux hachés menus par les pales, et certains promoteurs n'hésitent pas à embaucher des gens pour aller ramasser discrètement les cadavres d'oiseaux ou de chauves-souris. Les chauves-souris, elles meurent par ce qu'on appelle un barotraumatisme. C'est-à-dire que la pression créée par le mouvement des pales est tellement forte, pour faire simple,
cette pression fait éclater les poumons des chauves-souris. Et les chauves-souris sont mal connues, mais extrêmement utiles à la biodiversité. Chauves-souris, l'été, ça tue 1200 moustiques, qui sont aujourd'hui vecteurs du chikungunya, de la dengue, du machin, qui sont arrivés en France métropolitaine, voilà. Et bon, mais ça, personne ne s'en préoccupe. On a aujourd'hui un cadre législatif, donc le droit de l'environnement, qui, sous prétexte de protéger l'environnement, autorise les promoteurs éoliens à détruire des espèces protégées, puisque comme systématiquement ces machines sont dans des environnements ruraux et sauvages, forcément il y a la faune, la vifaune qui est présente. Et bien, de manière à permettre aux promoteurs d'installer leurs machines n'importe où, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de destruction d'espèces protégées. C'est-à-dire que l'éolien est considéré comme étant absolument utile à la société humaine et donc, à ce titre, peut se permettre de détruire tout et n'importe quoi. On le voit sur l'éolien terrestre, on l'a vu sur l'éolien maritime à l'île du Nord-Moutier où il y a eu effectivement un arrêt rendu par le Conseil d'État. Et donc, cette véritable autorisation de détruire la biodiversité. Et ce qui est fabuleux, c'est que l'industrie éolienne qui prétend sauver la planète, au titre d'une énergie verte qui ne produit pas de CO2, blablabla, commence par la détruire. Alors, je ne suis pas certain que ce soit vraiment le bon procédé. Et à titre d'exemple, la préfète de la Haute-Vienne vient de autoriser une centrale éolienne à quelques kilomètres d'ici, et cette centrale éolienne, il va y avoir 4 éoliennes de 180 mètres de haut, c'est donc une petite installation, si je puis me permettre. Et bien, tout bêtement, cette petite installation va détruire avec autorisation 2 hectares de zone humide. Elle est à proximité, mais 500 mètres, d'un site Natura 2000. Elle est à côté d'un étang qui sert de halte de migration et d'hivernage d'animaux sauvages classés. Et tout ça est entièrement autorisé par le préfet et conscient de ce désastre écologique. C'est où ? C'est à Saint-Amand-Magnazé. Il faut savoir qu'il suffit de 4 à 5 éoliennes pour artificialiser 1 hectare. Vous avez la base même de vie autour de l'éolienne, plus les voies d'accès. Donc là, on se retrouve à artificialiser ces zones-là, et vous avez des endroits où vous allez implanter ça dans des zones humides, donc les artificialiser, et il est très difficile de compenser des zones humides. Destruction des sols, destruction des espèces, destruction du cadre de vie, destruction de l'économie. Si dans les lieux de décision localisés au cœur des métropoles, ce coût de l'éolien reste une abstraction, une simple ligne dans un rapport parlementaire, sur le terrain, en revanche, en Charente, comme dans des dizaines d'autres départements, il semble de plus en plus difficile de l'ignorer. Et comme souvent, ce sont les personnes de bonne volonté qui ne demandent qu'à vivre en paix, qui se retrouvent à payer le plus lourd tribut. On est en porte-à-faux parce que j'ai construit cette maison. Je n'y suis pas venu habiter parce que je suis gêné. Alors on me dit, vous pouvez pas savoir quel effet ça aurait parce que vous n'y habitez pas. Vous êtes toujours à 2 km. De quoi vous plaignez-vous? C'est une argumentation. Bon. Ne vous plaignez pas, vous n'y êtes pas. Mais si je n'y suis pas, c'est parce que je peux pas y venir. Et on tourne en rond. Oui. On a un exemple d'un procès qui a été gagné. Les gens se sont battus pendant 8 ans. Ils ont fini par obtenir gain de cause parce qu'ils étaient vraiment malades. Ça leur créait des malaises importants. Et ils ont démontré que ça créait des malaises importants en acceptant de vivre 3 ou 4 ans à la maison et ensuite en allant vivre ailleurs. Et on a fait une étude médicale pour démontrer la différence qu'il y avait entre le moment où ils étaient dans cette maison et le moment où ils étaient à l'extérieur. Eh ben, je veux pas me prêter à ça. Bah oui, non, vous êtes pas une souris de laboratoire, Je suis pas une souris de laboratoire. De toute façon, sur des engagements matériels simples, tels que le bruit, ils doivent faire en sorte qu'il n'y ait jamais plus de 30 décibels, et il y en a 60. Bon, ça, c'est quelque chose... Alors je viens de payer un acousticien pour faire une étude sérieuse sur 6 semaines, et avec un rapport qui coûte 4 000 €. Alors c'est tout à coût de dollars, hein. Et quand vous le soumettez à un tribunal, il vous dit « Ah oui, mais ça c'est du domaine privé. Vous n'avez fait que faire une étude partisane, puisque c'est vous qui l'avez commandé. » Donc, la justice ne peut pas prendre ça en compte. Mais les études faites par les promoteurs éoliens, elles sont aussi commanditées par eux-mêmes. Et puis c'est surtout, c'est eux qui les demandent, donc c'est partisan aussi.
Là, ils viennent de mettre des sonomètres pour les bruits naturels à 2 km. Là, ils les ont laissés 2 jours. Qu'est-ce que vous voulez voir en 2 jours? Mais eux, ils ont fait. Donc, voilà. Nous, on a laissé les sonomètres 6 semaines et on s'est emmerdé, excusez-moi l'expression, pour faire en sorte de surveiller ça jour et nuit et être sûr que les sonomètres marchent. Hein? Ça se fait pas comme ça, une étude, c'est compliqué. Hein? Et la première étude sérieuse qui va être faite, c'est la mienne. Et j'ai payé pour ça 4 000 €. Seulement, on s'épuise. Il y a déjà 6 ans d'écoulés. Moi, je n'ai qu'une vie. J'arrive dans ma 75e année, donc je pense que je ne vais jamais en profiter de ma maison. Et je vois le bout du tunnel arriver, c'est-à-dire le mur de la mort, et je ne vois rien venir au niveau de l'évolution. Alors j'ai démarré un procès, c'est de la folie, hein, parce que vouloir faire un procès, c'est le pot de terre contre le pot de fer, hein, c'est impossible de lutter contre ces gens-là. Mais symboliquement, j'ai quand même fait un procès. Je ne sais pas ce qui aboutira, mais je sais qu'il y en a pour 5 ou 6 ans, minimum, pour avoir une réponse. Et peut-être n'aurons-nous jamais de réponse. Et ma vie sera finie. L'espérance de vie des hommes est de 82 ans. Hein. Moi, je suis à 7 ans du but. Et j'ai un problème cardiaque, donc sans doute beaucoup moins que ça. Et ma maison, je la regarde, mais je ne peux pas y venir habiter. Et ça, c'est insupportable. Insupportable. Pourtant, toutes ces nuisances ne suffisent pas, à elles seules, à condamner l'usage de l'énergie éolienne. Dans le jargon économique, elles sont ce que l'on appelle des externalités négatives, soit des retombées extérieures, sans contrepartie marchande, de l'activité d'un agent sur son écosystème. Or, ce type d'externalité, toute activité de production en suscite immanquablement. Néanmoins, le cas de l'éolien demeure particulier, dans la mesure où son développement implique une dissémination, une dispersion sur l'ensemble du pays, là où la plupart des secteurs d'activité se concentrent sur des territoires précis, ce qui a pour effet de limiter le nombre de personnes touchées et d'envisager des mécanismes de compensation. Avec la prolifération des éoliennes, en revanche, ce sont des dizaines de milliers de nouveaux Jean Noël qui risquent bien de faire entendre leur voix pour demander réparation dans les années à venir. Mais dans le fond, ne reste-t-il pas tout de même de bonnes raisons d'accepter tout cela ? Après tout, si l'éolien constituait, comme promis, une source fiable d'électricité abondante, non polluante et bon marché, n'y aurait-il pas alors un intérêt supérieur à son développement, qui justifierait le sacrifice de quelques espèces protégées, qui justifierait l'artificialisation des campagnes, qui justifierait même les souffrances de Jean Noël ? Une question plus légitime qu'il n'y paraît, car à une époque où il est coutume de s'indigner de tout, il faut rappeler que ce n'est pas tant aux nuisances qu'elle engendre qu'à sa capacité à répondre aux besoins de la collectivité que l'on juge en premier lieu une industrie. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. On peut avoir... Quand vraiment à l'extrême, on peut envisager des coupures, mais qui sont des coupures très courtes. Enfin, on n'est pas en Union soviétique, on est en France. On n'est absolument pas en Union soviétique. S'il y a des grosses vagues de froid, il peut y en avoir, mais qui seront encore une fois circonscrites à certains moments, gérées. Donc tout ça sera géré. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de blackout. C'est quand même étonnant pour un grand pays comme la France de se retrouver dans cette situation-là, de se dire qu'il y a un doute à certains moments si. Il faut savoir qu'il y a 56 réacteurs nucléaires en France et il y en a 32 qui sont à l'arrêt. Seuls 24 fonctionnent pour le moment. Aux traditionnels travaux donc de maintenance dits classiques s'ajoutent également des problèmes de corrosion qui n'étaient pas prévus sur certaines centrales. Écoutez, l'éolien et le développement de l'éolien en France, c'est vital. Vital. Nous avons besoin de développer les énergies renouvelables dans notre pays. Nous sommes très en retard. Pour réaliser des économies, le chauffage des bâtiments communaux a été baissé de 22 à 19 degrés. Au total, 400 polaires sont offertes au personnel ainsi qu'aux enfants des 2 écoles primaires du village. Il y a aussi toutes les personnes qui sont sous respirateur artificiel chez elles et qui sont inquiètes. Je comprends. Est-ce que vous pouvez leur répondre, leur dire ce qu'il faut faire dès maintenant ? Alors, c'est ce que vous appelez les patients à haut risque vital, qui sont identifiés. Nous sommes en lien permanent avec les ARS, les agences régionales de santé, ainsi que les préfectures, qui nous signalent et identifient ces personnes-là qui ont un respirateur, qui sont avec un équipement à la maison important.
Ils sont éventuellement délestables, ces personnes-là. Ils sont non prioritaires, si je peux me permettre de le dire ainsi. Pour autant, on a une attention particulière à leur égard. On les prévient. Ils ont un numéro de téléphone dédié qu'ils peuvent appeler pour avoir toutes les informations nécessaires. Et à J-2, on va les appeler. On va leur envoyer un SMS, un mail. On va les appeler pour voir s'ils ont pris des précautions qui vont bien pour une éventuelle coupure. Ça veut dire quoi, en fait? Voilà. Enfin, je pensais que vous alliez justement ne pas couper le courant chez eux. Pas du tout. Vous allez couper le courant chez les personnes qui ont un respirateur. Je rectifie ce que vous dites, pardonnez-moi. Les patients qui sont en haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Au niveau individuel, si on met déjà la climatisation en ce moment un peu moins fort, et si on arrive, quand il commencera à faire froid, à mettre le chauffage un peu moins fort que d'habitude, c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage autour de 19 degrés dans la pièce. Quid alors des fameuses performances de l'industrie éolienne? C'est ce qu'il nous faut à présent déterminer. Et pour nous éclairer sur le sujet, nous avons demandé ces lumières à Maxime Amblard, ingénieur d'études en physique nucléaire et auteur du livre Abondance et pénurie, les armes pour mener le combat de la souveraineté énergétique, publié aux éditions Perspectives Libres. Pour le jeune expert en questions énergétiques, si l'éolien n'est pas dénué de qualité, il souffre néanmoins d'un défaut absolument majeur. C'est une ressource d'énergie primaire, le vent, qui dépend de la météo et qui n'est pas vraiment anticipable, qui est extrêmement variable, qui est, alors certains diront intermittent, moi je préfère le mot fatal, parce que là pour le coup on subit en fait, oui, on subit cette source d'énergie qui est fluctuante et on peut pas la piloter, et ça clairement c'est le principal inconvénient, et pour gérer un mix électrique, pour gérer un réseau électrique, ça complexifie énormément ce qu'il y a derrière, et puis on va peut-être en parler plus tard, mais ça nécessite des moyens pour compenser cette intermittence, pour la prendre en considération, pour stocker l'énergie, pour densifier le réseau électrique, pour pouvoir évacuer la puissance quand l'éolienne tourne à pleine puissance. Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là qui se posent, et pour moi, c'est le principal facteur limitant à l'éolien aujourd'hui. Intermittence, non-pilotabilité, disponibilité directement conditionnée par les aléas d'une météo parfois imprévisible, un ensemble de caractéristiques propres à l'éolien et principal frein à sa généralisation. Pour cause, l'offre d'électricité possède cette particularité qu'elle se doit, en permanence et en temps réel, de répondre à la demande du public, y compris lors des grands pics de froid. C'est là l'enjeu premier de tout système électrique national. Et si cet enjeu est facile à maîtriser quand il suffit d'appuyer sur un bouton pour augmenter ou diminuer le niveau de production, comme c'est plus ou moins le cas lorsque l'électricité provient d'une centrale thermique ou nucléaire, les choses se compliquent drastiquement quand ce niveau de production dépend directement de la bonne volonté de Dame Nature. Un argument de poids que les opposants à l'éolien n'hésitent pas à mettre en avant afin de pointer les limites de la filière. On prétend pouvoir remplacer donc les centrales nucléaires qui produisaient 80% de l'électricité par des moyens intermittents qui par définition ne produisent pas tout le temps. On rentre pas dans la définition formelle du taux de charge, mais une éolienne produit 1 jour sur 5. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On décide qu'on découpe la France en 5 régions, et puis que mes braves gens, le lundi c'est le nord, le mardi c'est l'est, le mercredi le sud, etc. Donc sur ce débat-là, on s'est focalisé sur cette histoire de CO2, de préserver le climat, comme on nous l'a dit l'autre jour, un chef de projet éolien nous a dit éviter un effondrement du climat. On est sur des concepts, il va se passer quoi, le ciel va tomber, voilà. Donc on est sur des concepts complètement déconnectés, éthérés, sans fondement, et alors que aujourd'hui on se heurte concrètement au mur de la réalité de la production. On parle d'énergie renouvelable. En fait, ce sont des énergies qui ne sont pas pilotables. Et lorsque tu compares l'énergie nucléaire en termes de rendement, bon, effectivement, l'éolien explose, si je puis me permettre, mais dès l'instant où on parle en termes de fiabilité pour gérer un réseau et également de disponibilité en fonction des besoins de ce réseau, l'éolien, ça sert à rien. Donc, quand ça produit, on va dire tant mieux, et ça, comment dirais-je, une priorité sur le réseau, c'est-à-dire que toutes les autres énergies doivent s'arrêter pour pouvoir laisser passer l'éolien. Quand l'éolien, parce qu'il n'y a plus de vent, s'arrête net,
eh bien, on utilise des centrales thermiques à gaz, parce que l'avantage de la centrale thermique à gaz, c'est qu'on appuie sur le bouton, on a tout de suite de l'énergie. Donc, d'une certaine manière, plus on a d'énergie renouvelable, non pilotable, plus on a d'utilisation de centrales thermiques au gaz, qui est ni plus ni moins qu'une énergie fossile que l'on veut combattre. Donc, d'une certaine manière, il y a une contradiction phénoménale entre l'aspect écologique au sens symbolique du terme. C'est vrai que comme ça on pourrait s'imaginer que c'est l'idée est belle, c'est le vent qui va nous nourrir. Non, je suis désolé, le réseau électrique n'arrive pas à vivre uniquement du vent. Lorsque l'on évoque les difficultés de production de l'éolien liées à son caractère intermittent, il est en réalité question de deux problèmes distincts. Le premier est lié à son faible facteur de charge. Le facteur de charge, c'est le rapport entre la production réelle et la production maximale théorique d'une source d'électricité. Comme nous l'a justement indiqué Vincent, en 2022, le facteur de charge du parc éolien n'atteignait, selon les chiffres officiels fournis par RTE, l'entreprise gestionnaire du réseau national de transport d'électricité, que 21,6%, et celui du parc photovoltaïque ou solaire, 14,6%. Cela signifie donc qu'en 2022, le parc éolien français n'a fonctionné qu'à un peu plus de 1/5 de ses capacités théoriques et le parc photovoltaïque à peine plus de 1/7. À titre de comparaison, notre parc de centrales nucléaires, pourtant confronté à une chute historique de sa production pour cause de sous-investissement chronique, nous y reviendrons, affichait sur l'année un taux de charge de 68,6%, 3 fois supérieur donc à celui de l'éolien. Conséquence, alors qu'en 2022, l'éolien représentait 14,7% du total de la puissance électrique installée en France métropolitaine, sa contribution à la production réelle d'électricité ne s'élevait qu'à un peu plus de 8,5%. Sans surprise, le diptyque éolien photovoltaïque atteignait un ratio encore plus faible, produisant seulement 12,7% de l'électricité nationale, pour une puissance installée représentant 25,5% du parc électrique. Un ratio très médiocre donc, qui malgré toutes les constructions d'éoliennes et de panneaux solaires envisagées dans les années à venir, devrait encore diminuer avec la remise en état progressive d'ici 2024 de nos centrales nucléaires encore en maintenance. Mais si ce faible facteur de charge suffit à questionner la pertinence du développement de l'éolien, il ne constitue en réalité qu'un aspect du problème, et peut-être même le moins grave, car en admettant qu'il y ait, sans présumer pour le moment desquelles, des raisons impératives de développer la filière, il suffirait alors, pour compenser le faible facteur de charge, d'augmenter encore et encore la puissance installée jusqu'à atteindre enfin le niveau de production réel souhaité. Certes, cela impliquerait de recouvrir la France de centaines de milliers d'éoliennes. Certes, cela impliquerait une explosion des coûts de production et probablement des difficultés d'approvisionnement en matériaux. Mais en théorie, du moins, et toute question d'acceptation sociale mise à part, cela resterait possible. Le problème, c'est que l'éolien n'est pas qu'une énergie intermittente. Elle est aussi non pilotable. C'est-à-dire que sa capacité à produire de l'électricité dépend avant tout, pour reprendre les termes de Maxime Amblard, de la fatalité. En l'occurrence de s'il y a du vent ou non. Or, nous l'avons dit, le tout premier critère d'efficacité d'une offre d'électricité, c'est son aptitude à s'adapter en temps réel aux besoins d'une population. C'est pour intégrer cet aspect absolument central que les spécialistes de l'énergie ont mis au point une notion complémentaire à celle du facteur de charge, celle du crédit de capacité, soit la puissance ferme, disponible à tout moment et mobilisable à volonté, produite sans aucun risque de défaillance par unité de puissance installée. Un moyen d'estimer la faculté pour une filière de production à répondre à tout moment à la demande, y compris lors des pics de consommation. Or, à l'heure actuelle, le crédit de capacité de l'éolien terrestre est estimé autour de 10% seulement. Ce qui signifie que pour 21,2 gigawatts de puissance installée, le parc éolien français, composé d'environ 10 000 aérogénérateurs, ne représente qu'environ 2,1 gigawatts fermes. Une information qui peut sembler abstraite, mais qui, rapportée au réel, montre toute la limite des perspectives offertes par le secteur éolien au-delà de ces belles promesses initiales. Pour remplacer une centrale nucléaire type Fessenheim, j'avais vu des calculs d'écolos qui disaient oh non, il faut juste 900 éoliennes et 200 de offshore. C'est faux parce qu'ils prennent pas le crédit de capacité. Le
crédit de capacité est un moyen de prendre en compte l'intermittence de l'éolien, et donc c'est de voir quelle est la puissance au pic, en fait, la puissance moyen au pic de consommation. Donc 10% de crédit de capacité, ça te fait arriver à 4000 éoliennes pour remplacer Fessenheim. 4000 éoliennes terrestres, l'équivalent d'environ 40% de l'ensemble des machines déjà implantées aujourd'hui sur l'ensemble de l'Hexagone, nécessaires au regard du crédit de capacité de chaque filière pour compenser la seule fermeture en 2020 de 2 de nos 58 réacteurs alors en activité, situés dans une moyenne basse de production avec une puissance installée de seulement 1800 MW. Une information confirmée par Check News, l'agence de vérification des faits du journal Libération, dans un article donnant pourtant largement la parole aux professionnels de l'éolien. Si l'on ajoute à cela le fait que le parc nucléaire français représente aujourd'hui 61,4 gigawatts de puissance installée, soit l'équivalent de 34 Fessenheim, mais aussi que le crédit de capacité de l'éolien diminue avec le nombre de machines installées, il nous est d'ores et déjà permis de tirer un trait sur une première illusion, pourtant abondamment entretenue par toute une frange de la classe politique et de ses relais médiatiques, celle d'une France fonctionnant à 100% grâce aux énergies renouvelables. Projet irréaliste, en tout cas sans effondrement absolu de notre niveau de vie. On voit que le risque associé à un scénario 100% renouvelable est le plus élevé. Parce que ça suppose des ruptures technologiques ou des déploiements massifs de renouvelables, de backup, on appelle, enfin de compensation d'intermittence, du stockage, etc., qui est extrêmement important, qu'on n'a jamais fait dans le monde, et donc le niveau de risque associé est élevé. En soi, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est peu probable, en quelque sorte, quand même. Enfin, c'est ce que ça veut dire derrière. Et on parle quand même de notre approvisionnement électrique. Quelque chose qui est devenu essentiel dans notre vie, à tous les jours. Et dans un monde où on s'attend à électrifier davantage notre mix énergétique pour pouvoir continuer à se passer du pétrole et du gaz qu'on a en France, parce que le charbon on n'en a plus trop. Donc, partir dans cette direction absolue, de façon dogmatique, sans vouloir définir en amont ce que l'on veut au bout du compte, et juste se dire l'objectif c'est 100% renouvelable sans savoir quelles sont les conséquences sur sur nos modes de vie, sur notre approvisionnement énergétique, sur nos changements d'habitude, etc. C'est un pari extrêmement à la fois risqué, et surtout, c'est ne pas tout dire aux électeurs. C'est-à-dire, on va vous mettre du 100% renouvelable, mais on va pas vous dire ce que ça implique sur votre changement de mode de vie, parce que dans le 100% renouvelable, il y a forcément la consommation d'électricité qui va devenir une variable d'ajustement. Parce que si on a une production d'électricité qui est variable, pour rappel, la production et la consommation d'électricité doivent toujours être à l'équilibre. Toujours. Mais à un moment, quand le vent tourne pas, le vent tourne pas. Et puis quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil. Je veux dire, on peut pas sortir. Donc si on n'a pas les moyens de stockage suffisants, ben, ce qui va être l'autre variable d'ajustement, c'est la consommation. C'est que on va faire du délestage. Donc il y a des zones qui vont être ciblées, qui vont dire on va vous couper l'électricité, parce que pour éviter que tout le réseau s'effondre en fait. Parce que avoir un réseau complet qui fait un blackout, le redémarrer, ça prend plusieurs jours et ça met en danger énormément de personnes au niveau de la santé, au niveau des soins, même au niveau des transports. Si on passe encore en plus à tout électrique, là, ça devient vraiment problématique. C'est très franco-français de dire ouais, on veut 100% renouvelable pour nous. Mais le réchauffement climatique, il est quand même mondial. Donc, en théorie, il faut quand même que le monde soit 100% renouvelable si on veut appliquer leur idéologie. Je sais pas si on a, je me suis pas trop renseigné, mais je sais pas si on a suffisamment de métaux et de matières premières pour pouvoir faire en sorte que le monde soit 100% renouvelable, en fait. Il y a des études qui sont liées à l'exploitation des mines, etc., qui disent que potentiellement oui. Il y en a d'autres qui nous disent que pour satisfaire ça, c'est la transition écologique dans ce sens-là, il faudrait exploiter autant de matière sous terre que ce que l'humanité en a exploité depuis l'Antiquité. Mais une fois écarté pour de bon ce scénario, les faibles performances de l'éolien nous ramènent à une question absolument centrale et qui n'est, hélas, que peu posée dans l'espace public. Pourquoi au juste construire des éoliennes ? Au regard de leurs défauts, de leurs limites et des nuisances qu'elles engendrent, quel est l'intérêt réel, concret, pour un pays comme la France, d'en installer sur son sol, de développer cette filière industrielle particulière? Une question qui, pour tout dire, devrait se poser pour chaque source d'électricité, les réponses conditionnant nos choix en matière de mix électrique.
Mais curieusement, dès lors que c'est d'énergie renouvelable non pilotable, comme l'éolien et le solaire qu'il s'agit, la question ne nous vient la plupart du temps jamais à l'idée, comme si, dans le sillage des faiseurs d'opinion, nous considérions leur développement comme allant de soi. Mais dans les faits, si ce n'est ni leur performance, ni leur fiabilité, ni conséquemment leur capacité à effectuer efficacement ce pourquoi elles ont été précisément conçues, quels sont les éléments concrets qui justifient leur développement accéléré depuis 10 ans et qui justifient encore aujourd'hui de persévérer toujours plus loin dans cette voie? Quelle logique peut-il bien y avoir à développer des sources d'électricité instables, aléatoires, au détriment de celles stables et pilotables dont nous disposions jusqu'alors? Aujourd'hui, dans les discours politiques, la diversification du bouquet ou mix électrique semble être devenue une fin en soi. Jusqu'à début 2023, nos gouvernants avaient même inscrit dans la loi l'objectif de porter à 50% la part du renouvelable dans la production électrique totale du pays. Pourtant, pour Maxime Amblard, le principe de diversification pour le plaisir de la diversification n'a en lui-même pas le moindre sens. Non, il n'y a aucune rationalité là-dedans. J'ai l'impression qu'ils considèrent le mix électrique comme un investissement, typiquement on entend ça dans les investissements financiers, immobiliers, etc. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, ok, ça c'est logique, parce que si on veut pas trop perdre, ou si on veut... Oui, d'accord. Enfin, le mix énergétique, c'est pas un investissement immobilier. Non, c'est pas ça. C'est, à un moment, il y a des sources d'énergie qui sont plus respectueuses de la souveraineté énergétique d'un pays. Il y en a d'autres qui le sont moins. Ben, on priorise celles qui le sont plus. On les met au maximum possible. Et puis les autres, on les descend au fur et à mesure. Donc typiquement, l'hydraulique, c'est ce qui est le plus respectueux de la souveraineté énergétique. Je spoil un peu mon livre. On le met au maximum. En France, on est déjà quasi au maximum. On a une marge de manœuvre de 20%. Mais bon, 20% de 10%, parce que ça produit 10% de l'électricité aujourd'hui, c'est pas non plus faramineux. Mais bon, c'est toujours ça à gagner. Après, c'est, désolé pour certains, mais c'est le nucléaire sur générateur. C'est les conclusions à laquelle j'arrive. Ça n'engage que moi. Nucléaire sur générateur, puis après c'est le nucléaire de génération actuelle. Et puis après on arrive sur l'éolien, le photovoltaïque. Ça veut pas dire qu'il faut pas les utiliser, parce qu'à partir du moment où on en a, la ressource est renouvelable. Bon, pourquoi se priver de les utiliser? Juste, il faut les mettre en quantité raisonnable par rapport aux facteurs limitants que j'ai cités tout à l'heure, qui étaient leur intermittence et donc leur capacité à déstabiliser la gestion d'un réseau électrique, à complexifier la gestion d'un réseau électrique, et plus la pénétration des renouvelables fatales va être importante, plus les investissements nécessaires dans le réseau électrique vont augmenter, on va dire, le coût de production système, pas juste production en sortie de turbine, mais le coût de production système de ces modes de production renouvelables. Ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, c'est pas moi, allez voir les rapports. J'ai rien inventé. Ou dans l'autre sens, ça va diminuer le taux de retour énergétique de ces modes-là. Donc ça va les rendre moins intéressants. Voilà. Mais c'est un équilibre à avoir. C'est juste, faut arrêter d'être dans le dogmatisme, dire oui, faut 0, faut 100, faut 0, faut 100%, non, ça marche pas comme ça. C'est à un moment, on sait que les renouvelables intermittents, au-delà de 20-30%, ça commence à devenir compliqué de gérer leur intermittence. Donc il faut avoir soit beaucoup de stockage, mais en l'occurrence l'Allemagne a mis la charrue avant les bœufs, ils ont pas beaucoup de moyens de stockage, soit des moyens de compenser l'intermittence. Donc l'Allemagne, charbon-gaz, nous on aurait le nucléaire potentiellement. Pour quelle raison alors accroître la part d'énergie renouvelable non pilotable? Pour répondre à quels besoins réels d'une population et d'un pays? Est-ce pour des raisons d'indépendance nationale? De toute évidence non, puisque les matériaux nécessaires au développement des ENR non pilotables, métaux critiques notamment, sont aujourd'hui massivement importés sur un marché largement dominé par la Chine, pays qui en outre contrôle jusqu'à 80% du processus industriel photovoltaïque dans le monde. Selon une étude de l'ADEME, l'Agence française de la transition écologique, le processus qualifié de transition énergétique pose même clairement la question de la sécurisation des approvisionnements futurs, question qui, dans le contexte de tensions internationales croissantes que nous connaissons, pourrait bien constituer le principal obstacle à cette fameuse transition dans les années à venir. Alors y a-t-il, à défaut d'autre chose, un intérêt financier pour la collectivité à inclure une part d'éolien et de photovoltaïque dans un mix électrique ?
Là encore, selon la Cour des comptes, il semblerait que la réponse soit négative. Aux dernières nouvelles, en prenant en compte l'intégralité des coûts associés, carburant inclus, ainsi que la durée de vie des machines, un mégawattheure issu de l'éolien terrestre coûtait entre 50 et 70 € à produire, un coût peu ou prou similaire à celui du mégawattheure moyen issu de nos centrales nucléaires. L'éolien en mer et le photovoltaïque affichaient, eux, un coût nettement plus élevé. Et encore, ces chiffres datent-ils de 2021, soit avant les flambées des prix des matières premières. Encore une fois donc, des performances mitigées, liées bien sûr à la quantité importante de matériaux nécessaires à la construction des machines, mais également, selon les opposants, au coût induit par leur raccordement au réseau existant. C'est quand même un coût caché à la collectivité, dont on parle très peu. Les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire ou autre, du fait de leur intermittence, si on veut éviter un blackout, oblige à, surdimensionner, doubler le réseau de transmission électrique. Donc pour Enedis, ça se chiffre en milliards, mais ça c'est à la charge de la collectivité. RTE c'est le contribuable français derrière, mais ça on n'en parle pas. Donc tous les coûts sont, si vous voulez, pour les citoyens. Nous, sur notre facture d'électricité, on paye la CSPE, entre autres choses. Et ce qui convient vraiment de comprendre, c'est qu'en France, l'éolien ne marche qu'à coup de subvention. Il y a un autre aspect aussi très important qu'on oublie souvent de préciser. C'est qu'en France, on a aujourd'hui 58 cœurs de réacteurs qui doivent être répartis sur 23 ou 24 centrales, donc sites. Les 10 000 éoliennes dont on parlait tout à l'heure, elles sont réparties, alors personne ne sait exactement sur combien, on doit être à peu près aujourd'hui sur 2000 sites, entre 2000 et 2200 sites. Ça veut dire qu'on a un effet, mais on en reparlera sûrement, on a un effet de dispersion des moyens de production. Au lieu de les rassembler en un point, puis après de relier ces points, là on assiste non seulement à une dissémination sur l'ensemble du territoire de ces zones industrielles, et en plus on est obligé de mailler toutes ces zones industrielles au réseau. Et là aussi, il y a un coût de raccordement dont on ne parle jamais, un coût de raccordement économique, mais aussi écologique, parce qu'il faut creuser des tranchées, il faut enterrer des câbles. Il y a aussi tous ces autres aspects à prendre en compte sur ce mitage, ça veut dire ce que ça veut dire, ce mitage du territoire et du paysage par ces différentes petites unités de production là, disséminées en plus sans aucune étude globale. Hein, c'est le Far West. Hein. En fait, au niveau du réseau qui est à créer, c'est un réseau, c'est une doublure totale du réseau existant qui a un coût évalué par RTE de 100 milliards d'euros. Donc c'est quand même pas une babiole, c'est relativement lourd à supporter, surtout pour ceux qui payent leur facture d'électricité, puisque in fine ce sont eux qui paieront. Et donc là, on est sur quelque chose qui engendre en plus de nouvelles infrastructures telles que ce qu'on appelle les postes de livraison, ce qu'on appelle les postes sources, qui effectivement contribuent encore plus à artificialiser les sols, puisqu'il va y en avoir un ici dans la région qui va prendre 12 hectares pour pouvoir absorber les énergies renouvelables, on va dire prévues dans le coin. Elle ne répond pas directement à notre demande et on est obligé de mettre en place des énergies de substitution. Et en plus, on est obligé de construire des réseaux pour la capter. Alors là, vous êtes dans un cas où, comme l'éolien, les promoteurs éoliens ont mis le pied sur le territoire et viennent s'implanter un petit peu partout, je vous rappelle qu'ici, vous n'avez que sur le territoire, pour l'instant, on a 64 éoliennes, on va en avoir 110. Il y a d'autres projets qui sont en cours d'instruction sur le territoire. Eh bien, pour satisfaire à cette demande-là, les promoteurs vont solliciter RTE pour que l'État puisse mettre en place des postes sources. Ces postes sources vont être chargés de collecter ce surplus d'énergie, parce que nos postes sources actuels ne répondent plus à ça. Et il y a une caractéristique qui est très parlante. Le motif de répondre à ce surplus de production d'énergie électrique à des instants donnés, il a été évoqué par la directrice du SDEG 16, qui est le syndicat départemental de l'électricité et du gaz de Charente, qui a dit « Nous avons besoin de postes sources puisque nous avons dû arrêter la production d'énergie renouvelable dans le Reféquois sur 1h19 en 2022. » Ça veut dire que en 2022,
il s'est avéré qu'au mois de juillet, il y a eu du vent et du soleil et très peu de consommation. Ce qui fait que les producteurs éoliens ont été obligés d'arrêter leur production parce que le poste source commençait à saturer. Donc pour 1h19 par an, nous allons monter un nouveau poste source. De 58 millions. De plus de 50 millions d'euros sur 6 hectares de terres agricoles. Et pour ensuite collecter cette énergie qu'on va ensuite distribuer sur un réseau qui va se connecter à un autre poste source d'un autre département. Et ça va coûter alors c'est estimé à l'époque, en 2020, c'est estimé à 50 millions d'euros. Avec la crise des matières premières, je pense que ça a plus que doublé. Enfin, ça a augmenté. Je suis persuadé que ça a augmenté. Et surtout, ça va artificialiser 6 hectares de terrain, sachant que nous, élus, on est en train de nous mettre une pression phénoménale sur la fameuse loi zéro artificialisation nette. Qui gèle le développement des petites communes. Qui gèle le développement des petites communes, qui gèle l'implantation de lotissements, de zones d'activité économique. Nous sommes contraints là-dessus. Mais on va construire des postes sources qui, pour moi, sont l'image d'autoroutes. On construit des grandes autoroutes pour y faire rouler des moteurs de mobylettes et qui, un jour J, un instant T, vont recueillir cette énergie pour ensuite la dispatcher. Alors, quand je dis la dispatcher, la répartir sur le réseau, c'est pas sur le réseau local, c'est sur le réseau national, voire européen. Mais le développement des énergies intermittentes peut également avoir pour effet, indirect et assez inattendu, d'accroître le coût de production global de notre électricité dès lors qu'il n'est pas adossé à des énergies fossiles, mais au nucléaire. Cela peut sembler étonnant, mais c'est en réalité très logique. En effet, en raison de ses spécificités techniques induisant des coûts fixes élevés, une centrale nucléaire voit sa rentabilité chuter dès lors qu'elle fonctionne à puissance réduite. Ainsi, plus l'on limitera leur production pour prioriser celle des éoliennes, et plus le coût marginal du kilowattheure qui en sortira sera élevé. Dès lors, si contrairement à ce qu'avancent parfois un peu trop vite les opposants aux ENR non pilotables, il demeure possible d'adosser l'éolien au nucléaire, il n'en reste pas moins plus intéressant financièrement d'utiliser, comme on dit en backup, des centrales à gaz ou à charbon, plus simples à mettre en service et dont le coût de fonctionnement est principalement variable car fonction du prix des carburants. Il faut bien comprendre que le système électrique repose sur un équilibre entre offre et demande. Et il faut absolument que l'offre réponde à la demande à l'instant T et réponde de manière très fine. Et la difficulté, c'est que plus on injecte sur le réseau des énergies intermittentes, plus cet équilibre est difficile à maintenir. Et au détriment de quoi on le maintient? On le maintient au détriment d'énergies pilotables, qui elles ne sont rentables, véritablement rentables, si elles sont exploitées toujours à 100%. Si vous faites le yo-yo avec des énergies pilotables, comme nous, chez nous en France, le nucléaire, vous ne valorisez pas votre outil et vous le fatiguez, parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé soit de le fermer, soit de le ralentir, soit de l'ouvrir, soit de le pousser. Et vous faites ça avec quoi? Vous faites ça, vous pilotez cette intermittence avec, je vous dis, le plus simple, c'est les énergies fossiles. L'énergie la plus pilotable actuellement, c'est le gaz. C'est pour ça que vous avez le cas, l'exemple flagrant en Bretagne, où vous avez le parc éolien en mer de Saint-Brieuc, qui, lorsqu'il arrête de produire, doit très vite être repris en main, puisque pour répondre à la demande, doit être repris en main. Et c'est pour ça que, en face du parc de Saint-Brieuc, on a construit une centrale à gaz, dite la centrale à gaz de Landivisiau, qui est là pour compenser l'intermittence de l'éolien. Nous avons besoin de développer les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables, à chaque fois qu'on plante une éolienne, à chaque fois qu'on met un panneau solaire, eh bien, on baisse notre consommation de gaz, de charbon. Nous allons fermer des centrales à charbon en France. Nous sommes en train de les fermer. Pour ça, il faut les remplacer. L'argument du coût de revient étant donc à son tour invalidé, il ne reste plus désormais qu'une ultime justification possible au développement des ENR intermittentes non pilotables. Et il se trouve que, cela tombe bien, c'est précisément celle qui est aujourd'hui mise en avant absolument partout par ses supporters. Nous avons nommé l'écologie.
Et à première vue, ce n'est pas forcément idiot. On le sait, l'utilisation de certaines sources d'énergie, l'essence, le charbon en particulier, entraîne le rejet de particules fines, polluantes pour l'environnement et à l'origine de tout un tas de maladies respiratoires. Une raison de réduire autant que possible notre dépendance à ces sources d'énergie. Et si cela doit passer en partie par le développement de l'éolien et du photovoltaïque, alors pourquoi pas? Mais surtout, ces dernières années, c'est un autre objectif lié à l'environnement qui s'est imposé comme central dans les discours des gouvernants occidentaux. L'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont la trop importante concentration dans l'atmosphère est à l'origine, selon un vaste consensus scientifique, d'un dérèglement du climat préjudiciable pour l'humanité. Alors, diminuer son bilan carbone, une nouvelle priorité? Il se trouve qu'à ce jeu, toutes les sources de production d'électricité ne se valent pas, que certaines filières s'avèrent plus vertueuses que d'autres. Dans l'ordre, nous avons donc en premier, encore une fois, les filières nucléaires et hydrauliques, avec environ 6 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure produit, en prenant évidemment en considération l'intégralité des émissions induites. Avec l'éolien, on constate déjà une multiplication par un peu plus de 2 des émissions, avec 14 grammes d'équivalent carbone par kilowattheure pour l'éolien terrestre et entre 15 et 16 pour l'éolien en mer. Des performances donc certes moins bonnes que celles du nucléaire et de l'hydraulique, mais qui permettent tout de même à l'éolien de se hisser dans les sources d'électricité parmi les moins émettrices de gaz à effet de serre. Avec le photovoltaïque, en revanche, les choses commencent à se dégrader, avec 44 grammes d'équivalent CO2 émis par kilowattheure d'électricité produite, soit plus de 7 fois les émissions du nucléaire et de l'hydraulique, mais encore 10 fois moins que celles des centrales à gaz, parmi les sources d'électricité les moins vertueuses, avec environ 418 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure produit. Enfin, on s'en doutait, la palme du pire élève revient évidemment à la centrale à charbon, avec un niveau d'émission record de plus d'1 kg d'équivalent CO2 pour chaque kilowattheure produit. Alors que pouvons-nous conclure de tous ces chiffres? Mais bien tout simplement que si l'on considère que la diminution des émissions de gaz à effet de serre constitue aujourd'hui un objectif absolument prioritaire, et nous n'allons pas en débattre ici, juste prendre acte des grandes orientations que nos gouvernements affirment suivre, au moins depuis les accords de Paris en 2015, alors cela signifie que le meilleur modèle de bouquet électrique possible est celui qui fait la part belle à l'hydraulique et au nucléaire, avec une utilisation la plus réduite possible des énergies fossiles, et sans qu'il soit besoin de recourir aux ENR non pilotables. Toutefois, pour permettre à certains pays d'atteindre un tel bouquet, il semblerait que les ENR non pilotables puissent jouer un rôle transitoire, et encore uniquement dans certains cas particuliers. Le cas par exemple d'un pays qui aurait historiquement construit son modèle électrique sur les énergies fossiles et qui aurait besoin de temps pour développer son nucléaire, la part de l'hydraulique dans un bouquet électrique étant surtout fonction de spécificités géographiques par nature hors de contrôle. Car on s'en doute, la construction de réacteurs nucléaires de nouvelle génération, les fameuses EPR2, ne se fait pas en 3 jours. Elle prend du temps. À titre d'exemple, les prochains EPR2 dont la France a prévu, voilà déjà 1 an de se doter, ne seront pas en service avant minimum 2035. Dans ces conditions, un pays ayant pour objectif de réduire ses émissions carbone et disposant d'un parc important de centrales à charbon et à gaz, soit d'une électricité pilotable mais fortement carbonée, et souhaitant donc remplacer cette dernière par une électricité pilotable décarbonée, serait avisé, le temps que durent les travaux, d'implanter sur son sol des éoliennes et des panneaux solaires rapides à construire afin de remplacer dès maintenant une partie de son électricité pilotable mais carbonée par de l'électricité moins carbonée mais non pilotable. Tout ça bien sûr envisagé comme un palliatif en attendant la véritable transition. Or, il se trouve que cette situation, celle d'un pays construit sur les énergies fossiles, était précisément, il y a de cela 20 ans, celle de l'Allemagne. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que nos voisins allemands aient été pionniers du développement des énergies renouvelables non pilotables. Le problème, c'est qu'en Allemagne, le développement de l'éolien et du photovoltaïque n'a absolument pas servi à diminuer la part des énergies fossiles en vue du développement d'un parc nucléaire, comme un plan de décarbonation cohérent l'impliquerait. Au contraire, à rebours de tout bon sens, le pays a utilisé les ENR non pilotables pour mettre à l'arrêt les quelques centrales nucléaires qu'il exploitait, tout en continuant d'adosser ces renouvelables aux énergies fossiles. Une transition énergétique que certains mouvements politiques continuent de nous vendre comme un modèle, mais dont les résultats furent évidemment en tout point calamiteux.
Au programme, une production en berne, un prix du kilowattheure le plus élevé de toute l'Union européenne pour les particuliers, une dépendance accrue au gaz fourni par la Russie, des risques majeurs de pénurie suite au déclenchement de la guerre en Ukraine et au sabotage du gazoduc Nord Stream, un coût de l'énergie faisant plonger le pays dans la récession, une relance en catastrophe de l'extraction du charbon, notamment au prix de la destruction totale d'une petite ville de 2000 habitants, Lützerath afin d'agrandir une mine, et surtout une intensité carbone du mix électrique qui crève tous les plafonds, avec une moyenne 7 fois supérieure en 2022 à celle de la France. En résumé, un fiasco total, y compris sur le plan écologique, et ce, bien que 22% de l'électricité allemande produite l'ait été grâce aux éoliennes. On ne sait pas construire une centrale nucléaire en quelques mois. On ne sait pas démanteler une centrale nucléaire. Pourquoi allons-nous billes en tête vers cette énergie-là? Je sais que c'est le fleuron de la France. Je sais que c'est un débat, mais c'est très franco-français par ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'autres pays. C'est sûr qu'en Allemagne, ils rallument les centrales à charbon. Non mais l'Allemagne investirait massivement sur les énergies renouvelables et va sortir du charbon avant nous. C'est incroyable. C'est-à-dire que notre entêtement dans le nucléaire nous empêche de penser une stratégie d'énergie. L'Allemagne, c'est typiquement l'exemple du pays qui a mis la charrue avant les bœufs. Enfin, qui a fait n'importe quoi, en fait. Vraiment, qui a fait n'importe quoi. Qui a supprimé un mode de production pilotable bas carbone, le nucléaire, au profit de modes de production non pilotables bas carbone. Donc ça n'a aucun sens, complètement. C'est comme si on supprimait nos barrages pour foutre des éoliennes. Enfin, c'est pareil, c'est aussi pertinent, c'est complètement débile. Mais c'est dogmatique, donc s'ils veulent. Débile, dogmatique. Le fiasco allemand a au moins pour nous un mérite, celui de démontrer que l'argument climatique, largement utilisé pour promouvoir l'éolien, du moins dans ce cas précis de l'Allemagne, particulièrement emblématique au regard du soutien accordé par ce pays aux ENR non pilotables, rien de plus qu'un prétexte, qu'un moyen d'influencer l'opinion publique, d'obtenir son consentement à des décisions produisant au final un effet inverse à celui initialement annoncé. Mais quittons l'Allemagne pour revenir en France, pays au modèle de production électrique bien différent de celui de nos voisins. Ici, depuis les années 70, le choix du nucléaire a été fait. Ici, historiquement, plus de 70% de notre production électrique provient du nucléaire, près de 90% d'un bouquet mêlant nucléaire et hydraulique. À l'époque où il fut fait, ce choix particulier, concrétisé par le plan Messmer en 1974, juste après le premier choc pétrolier, répondait avant tout à une logique d'efficacité et d'indépendance nationale, et avait permis à la France de devenir en quelques années le premier exportateur mondial d'électricité. Il est vrai qu'alors, la question des émissions de dioxyde de carbone ne se posait pas comme aujourd'hui. Néanmoins, il se trouve que, par chance, comme nous l'avons vu, les énergies nucléaires et hydrauliques, en plus d'être fiables et pilotables, sont les moins émettrices de CO2 par kilowattheure d'électricité produite. Ainsi, sans même le vouloir, et bien avant que le sujet ne soit au cœur des préoccupations médiatiques, la France s'est retrouvée avec un modèle de production d'électricité parmi les plus décarbonés, et donc parmi les moins émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Et pourtant, voilà maintenant plus de 10 ans, la France s'est elle aussi engagée sur la voie du développement des énergies non pilotables et d'abandon progressif de son parc historique. Une transition inspirée du modèle allemand au cœur des accords de gouvernement passés en 2012 entre François Hollande et le parti Europe Écologie Les Verts, puis confirmée et accélérée en 2017 avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Le projet était simple. Alors que la puissance de la France reposait sur un parc nucléaire de 58 réacteurs, pour la plupart mis en service dans les années 70-80, et dont il était prévu qu'ils soient exploités durant une cinquantaine d'années, il s'agissait de développer rapidement un important parc éolien et photovoltaïque afin de prendre le relais une fois les réacteurs arrivés au bout de leurs 50 années d'exploitation. Nous pourrions alors les mettre progressivement à l'arrêt définitif, tout comme d'ailleurs nos quelques centrales à énergie fossile encore en activité. De cette manière, la France allait en quelques années réduire drastiquement la part de nucléaire dans son bouquet électrique au profit du renouvelable. En conséquence, plus besoin d'investir dans la construction de coûteuses centrales de nouvelle génération, ou même dans la recherche, raison pour laquelle, en 2019, il y a donc à peine 4 ans de cela,
Emmanuel Macron et ses ministres pouvaient justifier l'abandon par l'État du projet Astrid, un prototype de réacteur de 4e génération, permettant pourtant d'envisager à moyen terme le recyclage des combustibles usagés, et donc à la fois l'avènement d'un carburant quasi illimité et la réduction drastique des déchets nucléaires. Tout cela devenait sans valeur face à la magie de l'énergie du soleil et du vent. Alors le projet fut mis à exécution. En 2013, la loi Brottes sonna le départ du développement accéléré des ENR non pilotables. Entre 2010 et 2022, la puissance installée de l'éolien connut une croissance de 266%, celle du photovoltaïque une croissance de 1684%. En parallèle, on eut le bon goût, contrairement à l'Allemagne, de commencer par diminuer la puissance installée issue des énergies fossiles, en fermant notamment la plupart des centrales à charbon encore en activité. Mais surtout, on laissa le parc nucléaire vieillir, sans envisager son renouvellement. En 2018, à l'initiative d'Emmanuel Macron, l'objectif de fermer 14 réacteurs nucléaires à l'horizon 2035 fut même inscrit dans la loi. Et 2 ans plus tard, les 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim en Alsace, la plus ancienne alors en activité, furent définitivement mis hors service, amputant le pays de 1,8 gigawatts de puissance installée. À l'époque, il y a 3 ans, l'ambition d'Emmanuel Macron était donc d'intensifier ce mouvement en supprimant 12,6 gigawatts supplémentaires de puissance nucléaire installée et de compenser tout cela en multipliant la production éolienne par 3 et la production photovoltaïque par 5. Une politique qui, en apparence, avait déjà commencé à produire des effets vertueux, puisqu'entre 2010 et 2022, la France avait connu une croissance de sa puissance installée totale de 17%. Le problème, c'est qu'encore une fois, ce chiffre ne reflétait ni le facteur de charge, ni le crédit de capacité du bouquet électrique. Et tandis que sur les plateaux de télévision, on se félicitait de cette croissance en trompe-l'œil, la puissance pilotable, elle, baissait significativement, en proportion bien évidemment, mais aussi en valeur absolue, entraînant bientôt dans son sillage la production nationale nette. Ainsi, le choix de François Hollande et d'Emmanuel Macron après lui, celui de remplacer massivement une source d'électricité stable et pilotable par une autre, intermittente et non pilotable, ne pouvait manquer, comme pour l'Allemagne, de nous mener tôt ou tard à la catastrophe. Ah, parce qu'on a eu un moment où on a eu un président et un gouvernement et un groupe con. Non, mais faut le dire, on a eu Sarkozy, c'est pas pour défendre Sarkozy, mais il était pour le nucléaire. Il voulait, après la campagne pour la campagne de 2012, il voulait renforcer le nucléaire et continuer à faire des recherches sur la 4e génération, etc. Il avait cette vision à long terme. On peut lui reconnaître ça au moins. Et à côté de ça, il avait acté la mise en production de parcs éoliens en mer, parce qu'il savait très bien que le délai qu'on avait pour pouvoir augmenter la puissance de notre parc nucléaire était long, et que le lutte contre le chauffement climatique, c'est tout de suite en fait. Donc autant mettre des moyens de production qui sont bas carbone en plus tout de suite. Et après on a eu notre gouvernement socialiste avec Hollande et avec son alliance avec les Verts qui fait table rase de façon totalement dogmatique du nucléaire et qui voulait tout arrêter. Alors c'est complètement débile. Enfin pour moi c'est complètement débile. Et donc on s'est mis dans la merde tout seul, comme les Allemands. Le fiasco était prévisible, mais il fallut attendre 2022 pour qu'il apparaisse clairement aux yeux de tous. À l'approche de l'hiver, les Français médusés assistèrent à des séquences médiatiques proprement hallucinantes pour un pays développé, impensables en France il y a encore quelques années. Celle d'un président de la République et de ses ministres défilant en col roulé sur les plateaux de télévision pour les appeler à limiter leur consommation d'électricité, leur annoncer la baisse du chauffage dans l'école de leurs enfants ou leur présenter la carte des potentielles coupures de courant à venir, seul moyen d'éviter au pays un blackout généralisé. Il faut dire que si la puissance électrique installée, théorique on le rappelle, avait augmenté de 17% en 12 ans, la production nette annuelle d'électricité avait-elle chuté de plus de 19% par rapport à 2010. Entre la fermeture définitive de Fessenheim, les multiples arrêts des réacteurs vieillissants pour raison d'entretien et l'incapacité des ENR non pilotables à tenir leurs promesses, la France se retrouvait incapable de répondre aux besoins de sa population. Et ce ne fut qu'au prix d'une relance de nos centrales à énergie fossile, ainsi que d'un gonflement de nos importations d'électricité venues principalement d'Allemagne, donc on le rappelle à l'intensité carbone 7 fois supérieure à la nôtre, que nous pûmes passer les pics de l'hiver. Autant pour notre indépendance, autant pour le portefeuille des Français,
Et puisque c'est à ce qu'il paraît le grand enjeu de notre temps et la préoccupation majeure de nos dirigeants politiques, autant pour nos émissions de dioxyde de carbone. Moi, je répète, au début, j'étais absolument pas un opposant au projet d'éoliennes. C'est en se renseignant que je me suis rendu compte que, oui, ok, le nucléaire, c'est la peste. Mais si l'éolienne, c'est le choléra, à un moment donné, est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce que c'est vraiment un choix durable que l'on doit mener? Je crois pas. Moi, à un moment donné, on est dans la responsabilité de dire que si on doit changer une solution inconfortable, elle doit être pour une autre solution qui est positive et pas inconfortable elle-même. On aurait pu se dire à un moment donné, pourquoi pas le faire dans les énergies renouvelables, et voilà. Maintenant, il y a quand même des rapports de différents organismes, même des organismes publics, qui disent aujourd'hui ça coûte très cher pour une efficacité extrêmement relative. Donc du coup, on aurait les moyens aujourd'hui de dire bon, on a essayé, parce que c'est aussi ça des fois, essayer. Aujourd'hui, on commence à avoir un vrai retour, un vrai recul, que ce soit en France, en Europe ou en Amérique du Nord, que ça ne produit pas les effets escomptés, que ce n'est pas pilotable comme d'autres formes d'énergie, que ça ne répond pas à certaines logiques. Et aujourd'hui, la solution n'est pas viable. C'est juste ce volet-là. Et je lisais pas plus tard que Le Monde à midi, où il y a le conflit sur l'énergie entre l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, on voit que l'éolien et les énergies renouvelables telles qu'elles sont présentées ne permettent pas de décarboner notre société et de nous rendre indépendants d'un point de vue énergétique vis-à-vis des énergies fossiles. Donc c'est effectivement, pour moi, repousser le problème à plus tard, voire même à demain, parce que quand ces aérogénérateurs ne fonctionnent pas, on consomme énormément d'énergie fossile et qui fait qu'aujourd'hui, le mégawatt en France produit moins de carbone que celui d'Allemagne. Beaucoup moins, oui, effectivement. Pourquoi est-ce que ça a autant le vent en poupe auprès des politiques? C'est au départ, effectivement, comme l'a dit Bernard, un mouvement qui vient d'Allemagne, avec un soutien des Grünen allemands inconditionnel à l'éolien. Eux et LV, pour ne pas les citer, a emboîté le pas. Et pour, j'hésite pas à le dire, de sordides petits calculs politiques, on a décidé, avec le soutien des Allemands, on a flingué littéralement l'industrie nucléaire française, et pour des petits calculs électoraux, quelques pourcents de voix de ELV, on a choisi de sacrifier notre modèle énergétique et de sacrifier les paysages, le pays et la vie rurale. On en a eu la preuve avec les alliances au niveau national, on en a la preuve avec les alliances au niveau régional Nouvelle-Aquitaine, puisque de l'aveu même d'une vice-présidente de la région, la majorité socialiste de Nouvelle-Aquitaine, pieds et poings liés avec les quelques pourcentages de voix que représente ELV à la région, et de manière à satisfaire EELV, eh bien, la Nouvelle-Aquitaine lâche entre guillemets sur l'éolien et puis libère le territoire littéralement à l'appétit vorace des promoteurs. La leçon à tirer de tout cela est fort simple. Oui, remplacer une électricité pilotable et décarbonée par une électricité non pilotable et moins décarbonée est une très mauvaise idée. On pouvait s'en douter, c'est désormais confirmé. La bonne nouvelle ici, du moins en apparence, c'est que depuis la campagne électorale ayant amené à sa réélection en 2022, Emmanuel Macron semble lui aussi parvenu à cette conclusion logique. À l'en croire, Emmanuel Macron aurait tiré des leçons de son expérience et décidé de reconstruire la filière nucléaire française dans les années à venir, tout en continuant, malgré tout, en même temps, à développer les énergies renouvelables. Avec, cette fois pour objectif annoncé, l'augmentation de la production globale d'électricité en vue de redonner à la France les moyens de sa puissance, tout en électrifiant le mix énergétique global du pays, afin de réduire ses besoins en une source d'énergie fossile dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici, le pétrole. Un objectif qui peut sembler à première vue raisonnable, mais qui implique un développement massif de nos capacités à produire de l'électricité et marque donc une rupture nette avec les politiques énergétiques menées ces dernières années. Le problème ici, c'est que cette rupture n'est malheureusement qu'apparente. Comme c'est souvent le cas avec Emmanuel Macron, il existe un énorme décalage entre les annonces grandiloquentes et la réalité des décisions prises. D'abord, les annonces. Pour le président de la République, en 2035, toutes les voitures mises sur le marché seront électriques. D'après RTE, il faudrait pour rendre cela possible, couplé au projet de développement industriel annoncé par notre président, atteindre d'ici là une capacité de production annuelle estimée entre 600 et 650 TWh.
Notons qu'en 2022, notre production totale, sans prendre en compte le bilan carbone, ne s'élevait qu'à 445 TWh et qu'avant la crise du Covid et la fermeture de la centrale de Fessenheim, elle tournait autour d'une moyenne annuelle de 530 à 540 TWh. Il s'agirait donc d'ici 12 ans d'être capable de produire entre 35 et 45% d'électricité de plus qu'aujourd'hui, et même de produire entre 60 et 120 TWh de plus que lorsque notre parc nucléaire fonctionnait de manière optimale avec 2 réacteurs de plus qu'aujourd'hui. Un objectif qu'Emmanuel Macron espère atteindre entre autres en augmentant d'ici 2050, et curieusement non plus 2035, la puissance installée de notre parc nucléaire de 25 gigawatts. Cela ne suffit évidemment pas, mais penchons-nous un bref instant sur la manière concrète dont M. Macron entend s'y prendre pour atteindre ce chiffre. Premièrement, il renonce à son objectif de 2018 de fermeture de 14 réacteurs et prolonge leur durée de vie a priori de 10 ans. La centrale de Fessenheim, elle, restera en revanche fermée. Avec cette mesure, notre puissance installée n'augmentera pas, mais au moins ne diminuera-t-elle pas. Deuxièmement, le président de la République a officiellement annoncé la mise en chantier prochaine de 6 réacteurs EPR2 en vue d'une mise en service en 2035. Avec l'EPR de Flamanville, dont il est prévu depuis des années qu'il fonctionne bientôt, et si cet objectif est tenu, nous aurons donc une augmentation de 11,2 gigawatts de la puissance installée du nucléaire français. Et c'est à peu près tout. Actuellement, il n'y a pas d'autres projets concrets de développement nucléaire. Simplement, la vague évocation, dans un futur non défini, de déploiement de petits réacteurs modulaires innovants, dits SMR, une technologie de réacteurs de faible puissance, et dont il n'est pas prévu qu'il y en ait d'opérationnels dans le monde d'ici 2030. Notons donc que sur l'objectif chiffré de 25 gigawatts de puissance installée, il en manque pour l'instant, dans le projet présidentiel 13,8, soit plus de la moitié. Et encore, ne parle-t-on là que de puissance installée. Car nous l'avons vu, les mises à l'arrêt de l'hiver dernier nous le rappellent, le nucléaire aussi a un facteur de charge qui, bien que très largement supérieur à celui de l'éolien ou du solaire, risque de diminuer au fur et à mesure que les réacteurs vieilliront, du fait d'une surveillance accrue et de maintenance plus régulière des centrales. Annoncés comme une véritable révolution, les 6 EPR d'Emmanuel Macron sont donc très loin de répondre aux besoins à venir de la population. Mais pour tout dire, ce n'est là malheureusement que la partie émergée de l'iceberg. Bien plus préoccupante est la question de la pérennité à long terme de notre parc nucléaire historique. Nous l'avons dit, Emmanuel Macron veut prolonger la durée de vie des réacteurs. Et au regard des capacités de production actuelles de la France, le fait est qu'il n'a guère le choix. Aujourd'hui, RTE table sur une prolongation de 10 ans pour une exploitation donc de 60 ans. Le problème ici, c'est que cette hypothèse impliquerait malgré tout la fermeture progressive, d'ici 2050, de toutes les centrales construites avant les années 90, soit 47 sur 56, pour près de 52 gigawatts de puissance installée. Dans cette hypothèse, et même en admettant que par l'opération du Saint-Esprit, la France trouve d'ici 2050 les 13,8 gigawatts de puissance installée spéculative promise par Emmanuel Macron, nous n'aurions plus alors qu'une puissance installée de 61 gigawatts, la puissance actuelle, à laquelle s'ajouteraient les 25 gigawatts promis, mais à laquelle il faudrait soustraire 52 gigawatts. Nous nous retrouverions donc avec un total de 34 gigawatts de puissance installée, soit à peine plus de la moitié de la puissance actuelle. Dans ces conditions, l'ambitieuse politique de relance du nucléaire de notre président de la République, présentée comme telle par tous les médias, reprenant sans le moindre recul les éléments de communication de l'Élysée, se traduirait en réalité par un effondrement absolu de notre puissance installée et de notre capacité à produire de l'électricité, ne permettant non seulement évidemment pas d'électrifier tout un parc automobile, mais nous condamnant surtout à devenir un pays sous-développé, incapable de fournir à sa population l'électricité nécessaire pour se chauffer l'hiver. Néanmoins, ne paniquons pas, il y a en réalité peu de chances qu'un tel scénario d'apocalypse énergétique se présente à nous. Plus vraisemblablement, la durée de vie des réacteurs historiques sera encore prolongée d'une dizaine d'années supplémentaires pour être amenée à 70 ans. Mais auquel cas, seraient malgré tout fermés, à l'horizon 2050, les réacteurs mis en service avant 1980, soit 9 au total, pour une puissance installée de 8,1 gigawatts. Pas d'effondrement alors à brève échéance, même si un tel choix ne ferait que repousser le problème, mais une puissance installée retombant au mieux à 78,3 gigawatts, et plus probablement, si l'État n'arrive pas d'ici là à sortir 13,8 gigawatts de puissance installée de son chapeau, s'établissant autour de 64,5 gigawatts. Soit peu ou prou la puissance installée qui était celle du nucléaire avant la fermeture des réacteurs de Fessenheim, mais avec un facteur de charge réduit du fait du grand âge des centrales historiques.
Au mieux donc, une stagnation nous permettant peut-être d'éviter l'effondrement total, mais certainement pas d'atteindre les objectifs d'électrification affichés par Emmanuel Macron, vaine promesse fondée sur le vide, là où les intentions affichées impliqueraient en réalité non pas la construction anecdotique de 6 EPR d'ici 2035, mais plutôt d'une 60aine d'ici à 2050, destinée à remplacer notre parc historique vieillissant, à combler les erreurs du passé, à rattraper les retards pris et à rendre réellement possible la réindustrialisation sur la base d'une énergie décarbonée dont la France a aujourd'hui besoin. Rien de tel, hélas, à l'horizon, rien que des atermoiements destinés à donner le change une fois travestis en décisions historiques par des médias complaisants. Mais tandis que nos capacités de production pilotables, mises en avant dans les discours, sont dans les faits totalement délaissées une nouvelle fois, du côté des ENR non pilotables, en revanche, l'exécutif ne reste pas inactif. Au programme d'Emmanuel Macron, c'est bien une nouvelle accélération qui est prévue, avec pour outil chargé d'en faciliter la mise en œuvre, une nouvelle loi votée en mars 2023, explicitement nommée « Loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable ». Il faut produire plus d'électricité sur notre sol. Et on a d'ici 2050 une feuille de route qui est claire, dépasser les 100 gigawatts en puissance installée, en veillant à un juste équilibre entre installation de toiture au sol. Et donc l'éolien en mer sera développé pour viser environ 40 gigawatts en service pour 2050, soit une 50aine de parcs éoliens en mer. D'autres pays qui ne sont pas moins ambitieux que nous pour la biodiversité arrivent à faire des éoliennes en mer en 5 ou 6 ans. Donc on doit pouvoir faire 2 fois plus vite que ce qu'on vient de faire. 3 ans pour un projet photovoltaïque, c'est un bon objectif. Pour les petits projets, on doit même faire plus rapide. Et donc pour cela, il y a une loi qui va arriver, mais aussi une mobilisation de l'administration. J'ai évoqué ce sujet devant nos préfets il y a quelques jours à l'Élysée, qui est clé. Et je veux à cet égard qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Au moins 2 fois plus vite. L'ambition désormais affichée par le président, multipliée par 3,5 la puissance installée de l'éolien, maritime et terrestre mêlée, et multipliée carrément par plus de 6 celle du solaire, afin d'atteindre les 100 gigawatts en 2050. Pour RTE, atteindre d'ici 2035 les objectifs de production répondant aux besoins estimés au regard des enjeux d'électrification affichés par Emmanuel Macron, impliquerait même de pousser d'ici là la production nette annuelle des ENR à 250 voire 300 TWh, contre aujourd'hui environ 120. Soit d'arriver en 12 ans à multiplier par 2 ou mieux à 2,5 la production nette issue des ENR, en installant partout où c'est possible champs de panneaux solaires et aérogénérateurs sur terre comme en mer. Et face à ces chiffres, il s'agit d'être grave et sérieux. Au regard de tout ce que nous avons pu voir sur les performances des ENR non pilotables, le projet d'Emmanuel Macron apparaît comme absolument délirant. Il porte en lui le saccage généralisé de nos campagnes et de nos littoraux en vue de la poursuite d'objectifs déraisonnables. Un projet d'autant plus absurde qu'il n'a aucune cohérence, qu'il ne repose sur aucune vision, aucune planification, aucune stratégie. Il s'agit de poursuivre à court terme un but de décarbonation sans s'être au préalable doté des moyens de décarboner réellement. À cette fin, on va accroître la dépendance du pays à une énergie peu fiable, intermittente, non pilotable, en détruisant au passage le cadre de vie de millions de Français et surtout en oubliant cette règle de bon sens élémentaire, voulant que toute production est avant tout là pour répondre à des besoins concrets. Puis, ayant sacrifié la vision stratégique à l'immédiateté et au symbole, nous nous retrouverons confrontés d'ici 25 ans à l'érosion de notre parc nucléaire. Si d'ici là, aucun sursaut national ne se dessine, nous aurons alors dépensé des milliards dans des éoliennes inefficaces. Nous serons faibles, dépendants, nos conditions de vie se seront effondrées et en prime, nous aurons des campagnes ravagées par des machines industrielles, potentiellement à l'arrêt et à moitié en ruine si d'ici là la Chine n'a plus, comme c'est probable, l'amabilité de nous en vendre de nouvelles. Au-delà des mots, au-delà des slogans et au-delà du marketing, voilà où nous mènent concrètement les choix d'Emmanuel Macron en matière de politique énergétique. Des choix d'autant plus incompréhensibles que, comme nous l'avons vu, le bilan de l'éolien et des énergies non pilotables s'étale désormais sous nos yeux à tous, et qu'en toute logique, le travail des politiques de tous bords consisterait précisément à en tirer les conclusions qui s'imposent au nom d'un intérêt national supérieur. Depuis maintenant plus d'une décennie, la France rurale est colonisée. Ses sols artificialisés, ses habitants et sa biodiversité maltraités, afin de favoriser l'essor d'un secteur industriel qui nous promettait monts et merveilles, auquel nous avons laissé pendant longtemps le bénéfice du doute et qui en réalité s'est avéré absolument incapable de passer l'épreuve de la pratique.
L'industrie éolienne, de par ses caractéristiques particulières, n'est pas en mesure de satisfaire les besoins en électricité de la population française et selon toute vraisemblance, elle ne le sera jamais. Pendant plus de 10 ans, son développement accéléré, sous l'impulsion de politiques publiques complaisamment relayées par les médias, a coûté des milliards d'euros aux contribuables français. Pendant plus de 10 ans, ce déploiement insensé a servi de prétexte au sabotage par nos dirigeants de nos véritables moyens de production d'électricité, via le report aux calendes grecques des investissements nécessaires au renouvellement de ces moyens, dont il était pourtant évident qu'ils s'avéreraient tôt ou tard essentiels. Et ainsi, en à peine quelques années, faute d'un minimum d'esprit de planification au sommet de son État, la France, autrefois premier pays exportateur d'électricité au monde, place qu'elle occupait encore en 2019, est devenue une puissance en déclin, incapable de garantir à ses citoyens la sécurité énergétique dont ils bénéficiaient jusqu'alors et dépendante des importations de ses voisins, au bilan carbone pourtant calamiteux. Un véritable suicide auquel nous, Français, avons été pendant trop longtemps, trop nombreux à consentir, manipulés que nous étions par d'habiles publicitaires, spécialistes de la communication, jouant sur notre corde sensible de la protection de la planète et sur nos peurs irrationnelles de fin du monde pour nous convaincre que l'intermittent non pilotable constituait désormais notre seul horizon possible et désirable, la seule voie pour échapper à la fois à la fournaise climatique et à l'apocalypse nucléaire. Bien sûr, nous ne pouvions manquer, tôt ou tard, de nous rendre compte du désastre, un peu plus flagrant chaque jour. Mais lorsque fatalement cela arriva, lorsque nous cessâmes de croire au bien fondé de ce saccage, nos dirigeants ne changèrent qu'en apparence leur fusil d'épaule. Plus ou moins subtilement, ils infléchirent leur discours, jurant, la main sur le cœur, qu'ils étaient désormais bien conscients des enjeux et qu'on ne les y reprendrait plus. Que d'ailleurs, tout cela n'était pas vraiment leur faute, quand bien même c'était eux qui, au sommet de l'État, avaient personnellement décrété la fermeture de Fessenheim ou l'abandon du projet Astrid. Que les véritables coupables, c'étaient les autres, ceux qui les avaient précédés, ou encore les militants écologistes, dont, il faut bien l'avouer, les outrances verbales répétées faisaient de parfaits boucs émissaires. Le monde crève, avez-vous dit, de trop de rationalité, de décisions prises par des ingénieurs. Je préfère des femmes qui jettent des sorts que des hommes qui construisent des EPR. Ça fait un problème avec la rationalité. J'ai un problème avec la rationalité du profit, avec la rationalité de l'organisation sociale qui fait qu'il y a des discriminations structurelles, oui. Pourtant, si les discours ont changé, si l'on ne trouve plus en apparence au sommet de l'État que de fervents apôtres de la souveraineté énergétique et du tout électrique, dans les faits, le travail de sape continue. Affaibli par un sous-investissement prolongé, par un refus de planifier les chantiers nécessaires, nos outils de production d'électricité vieillissent inéluctablement. Et pendant ce temps, nos dirigeants continuent, encore et encore, de plus en plus vite, de favoriser le bétonnage de nos campagnes françaises, à rebours de toute logique planificatrice et d'intérêt national. Un sombre constat qui nous amène nécessairement à nous poser une question. Pourquoi ? Pourquoi, si elles ne servent à rien, qu'elles coûtent cher, qu'elles polluent, qu'elles pourrissent la vie des gens, pourquoi continuer, coûte que coûte, d'implanter partout, ici et ailleurs, des éoliennes de plus en plus hautes et de plus en plus rapprochées? Cette décision est-elle le produit d'un pur délire dogmatique? Nos dirigeants politiques seraient-ils uniquement mus, comme on peut à première vue le supposer, par une irrationalité saupoudrée d'électoralisme? Ou bien y a-t-il derrière tout cela d'autres intérêts? Des intérêts qui impliqueraient une action consciente contre la nation, contre sa souveraineté énergétique et contre son peuple, y compris par des moyens particulièrement peu recommandables. Toutes ces questions complexes, nous les aborderons en détail dans la seconde partie de ce documentaire, prochainement disponible sur notre chaîne. D'ici là, nous espérons que vous avez apprécié ce premier volet et nous vous incitons, si ce n'est pas déjà le cas, à le diffuser largement autour de vous. Il est à votre disposition pour cela. Ce documentaire, il n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien financier de tous nos tipeurs qui permettent à cette chaîne de vivre et de produire du contenu. Le fil d'actu ne reçoit aucun financement public. Il ne dégage pas de revenus publicitaires. Il ne dépend d'aucun riche mécène ni boîte de production. Vous seul contribuez à son existence. Vous seul pouvez financer notre travail via notre page Tipeee, dont vous pouvez trouver le lien sur YouTube en description sous cette vidéo. C'est, pour vous comme pour nous, la seule garantie de notre liberté, de notre indépendance totale dans le choix de nos sujets et dans la manière de les traiter. Avec cette vidéo, nous avons d'ailleurs pu, toujours grâce à vous, tipeurs, franchir un nouveau palier en nous rendant sur le terrain et en produisant nos propres interviews.
pour avoir rendu cela possible. Nous vous disons à tous un grand merci. Et si vous aussi, qui nous avez ou non découvert avec ce documentaire, vous souhaitez financer notre chaîne, ne serait-ce qu'à hauteur de 5 ou 10 € par mois, nous vous invitons donc à vous rendre sur la page Tipeee du Fil d'Actu et à vous laisser guider. On vous dit d'avance merci et bienvenue. Par ailleurs, si vous voulez contacter l'équipe ou les personnes intervenant dans le documentaire, en vue par exemple de l'organisation d'un événement public dans votre village autour des enjeux de l'éolien, vous pouvez bien entendu le faire. Le plus simple reste pour cela de nous envoyer un mail à l'adresse lefildactu.tv@gmail.com. Nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos demandes. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ne serait-ce que pour être certain de ne pas rater la seconde partie de ce documentaire. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un nouveau Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.